Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une dernière séance du cycle Le Monde sur un fil. C'était donc un cycle de rencontres consacré aux questions géopolitiques qui a commencé en 2019 et qui a été co-organisé en partenariat avec la revue Politique étrangère. Son rédacteur en chef, Marc Ecker, nous fait l'amitié d'animer la rencontre de ce soir et je lui laisse tout de suite la parole pour vous présenter nos invités. Très bonne soirée. Merci beaucoup Monica et merci à la Bibliothèque publique d'information et au Centre Pompidou de nous accueillir une nouvelle fois pour une rencontre ce soir, lendemain d'élection. Donc je remercie d'autant plus nos trois invités d'avoir accepté de venir pour réagir à chaud sur ce deuxième tour des élections présidentielles et plus largement évidemment sur la politique étrangère de la France et la place de notre pays dans le monde. Nos trois invités, je vais effectivement les présenter tout de suite. Je commence par Isabelle Lasserre, journaliste au Figaro, rédactrice en chef adjoint du service international du Figaro. Et Isabelle a aussi été correspondante à Moscou, ce qui pourrait être intéressant dans la suite de notre discussion, correspondante aussi dans les Balkans avant d'aller à Moscou. Et Isabelle a écrit un ouvrage sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron, aux éditions de l'Observatoire, dont le titre est « Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système ». On aura l'occasion d'y revenir, notamment pour mesurer le caractère disrupteur ou pas de sa politique étrangère et peut-être de la politique étrangère de son deuxième mandat. À la droite d'Isabelle, il y a donc Frédéric Charillon. Frédéric, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Clermont-Auvergne, qui a dirigé l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et qui a rédigé, mais je n'ai pas l'ouvrage à vous montrer, mais je le recommande néanmoins, un livre sur les guerres d'influence. Et je pense que là aussi, on aura l'occasion d'y revenir et d'essayer de mesurer la place de la France dans ces guerres d'influence. Et puis à la gauche d'Isabelle et à ma droite, il y a Justin Weiss. Justin, qui est le directeur général du Forum de Paris sur la paix. Je vais te laisser expliquer ce qu'est le Forum dans une seconde. Tu le feras mieux que moi. Justin, avant cela, était au Centre d'analyse et de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères. Tu as aussi rédigé un ouvrage, je le mentionne, en 2016 sur Brzezinski. Il y en a eu d'autres. Mais surtout, et on en reparlera aussi, un article qui est paru dans Esprit en 2017, qui s'appelait « Le passé d'un oxymore » et qui avait suscité une vraie polémique à l'époque sur la nature de la politique étrangère de la France. Gaulo-mitterrandisme contre néoconservateurs, on en reparlera là encore et je serais intéressé d'avoir ton regard 5 ans après sur cette polémique et sur l'évolution de la politique étrangère de la France. Mais je vais commencer par un petit tour de table rapide qui sera une réaction à chaud, enfin pour... Nous, chercheurs, c'est à chaud. Pour les journalistes, 24 heures après, c'est à froid. Donc, Isabelle, à froid, ta réaction? C'est carrément presque gelé, là, à 24 heures. Je pense que si le résultat de l'élection n'avait pas été celui qu'il a été, les choses auraient été très compliquées pour la France. Ce n'est pas tellement les choix de Marine Le Pen qui sont fondamentalement différents de ceux d'Emmanuel Macron, mais c'est la période dans laquelle tout ça se réinscrit. C'est-à-dire que Marine Le Pen appelait de ses voeux un retrait du commandement intégré de l'OTAN, à un moment où, depuis le début de la guerre en Ukraine, on voit au contraire l'Alliance Atlantique être ressuscitée en fait, par la Russie de Vladimir Poutine, de nouveaux pays comme la Finlande qui veulent rentrer dans l'OTAN. Et donc la France aurait en fait perdu en influence au moment où cette alliance, qui s'était interrogée pendant longtemps sur son avenir, se trouvait en fait une nouvelle mission et revenait à son cœur de métier, qui était la confrontation, l'opposition avec l'ex-Union soviétique. Et c'est la même chose au niveau de l'Union européenne. Marine Le Pen est revenue sur sa volonté de quitter l'Union européenne, mais c'est vrai que ces propositions entre les lignes, en fait, allaient affaiblir le lien de la France avec l'Union européenne et donc affaiblir cette Union européenne à un moment où, à mon avis, le monde a vraiment besoin d'une Europe forte et où cette Europe doit être unie pour lutter contre les défis, et notamment le dernier défi qui est celui de la Russie de Vladimir Poutine. C'est en 2 mots, hein? Ou 3, mais non, c'est très bien. Voilà. Qui veut enchaîner, Frédéric? On va garder l'ordre tout
tout à l'heure. Merci. Non, moi, ce qui me frappe, d'abord, bien sûr, je souscris à ce que vient de dire Isabelle. Ce qui me frappe, c'est d'abord le soulagement des partenaires qui s'est affiché de façon décomplexée, on va dire, sans phare. Alors, quand il s'agit de candidats plus traditionnels que cette opposition entre Marine Le Pen et un autre candidat, c'est plus... on va dire c'est plus feutré, il y a des félicitations aux vainqueurs, il n'y a pas cet enthousiasme, donc on voit un vrai soulagement. Néanmoins, si on fait le bilan des 2 dernières élections présidentielles, je trouve, je suis inquiet de l'avenir de la position de la France. Parce que il me semble que je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, non pas, je ne suis pas inquiet du résultat, je dis comme Isabelle que s'il avait été un autre, on serait pas dans le même état d'esprit aujourd'hui, mais la fragilité de l'appartenance de la France aujourd'hui au camp des démocraties libérales. Si on fait le compte au premier tour de 2017, la somme des candidats qui, au premier tour, proposaient un éloignement très fort de l'Alliance Atlantique, un rapprochement très fort vis-à-vis de Moscou, et en plus un euroscepticisme au minimum, quand on ne sait pas carrément anti-européen, voire Frexit et autres. On arrive pour 2017, au premier tour, à un total de plus des 2/3 des électeurs. C'est pas pour ça forcément qu'ils ont voté pour cela, c'est pour plein d'autres raisons. Mais de fait, si on fait l'addition de Mélenchon, Le Pen, Fillon, quand même, aussi, qui était plus modéré sur l'OTAN, mais très fortement aussi pour un rapprochement avec Moscou, et quand même un peu eurosceptique, en tout cas critique, plus les Dupont-Aignan et quelques autres, on était à 66-67%. Cette fois, on est un petit peu moins, on est à 56-57%, essentiellement parce qu'on remplace Fillon par Zemmour qui a fait moins. Mais enfin, voilà, on a dans le pays un rapport de force qui fait qu'au premier tour, les candidats qui votent pour quelque chose de très, très, très différent qui optent pour quelque chose de très très différent en matière de politique étrangère, représente une force importante. Donc la question, évidemment, c'est est-ce qu'un jour, ça peut basculer. C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Je trouve que 2 fois de suite, le candidat qui n'était pas sur cette ligne-là, qui était très pro-européen, assumé, et qui n'était évidemment pas pour quitter l'Alliance Atlantique, etc., l'a emporté. Mais quand on regarde le rapport de force au premier tour, on ne peut pas ne pas se poser la question de ce qui peut arriver un jour. Voilà. Justin. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, et en particulier, ce qui me frappe, c'est le nouveau système qui s'installe. Et on savait à partir de 2017 qu'il y avait une rupture dans le paysage politique français avec l'arrivée d'Emmanuel Macron et le début du déclin des 2 grandes forces qui avaient structuré ce paysage pendant des décennies. En gros, le Parti socialiste et puis la succession RPR et puis ses successeurs. Ce qui est frappant, c'est que cette décomposition s'est poursuivie pour arriver au premier et au deuxième tour de l'élection du mois d'avril et a installé une tripartition dans le paysage politique qu'on a vu au premier tour avec le phénomène du vote utile, avec en gros entre 20 et 28% pour 3 candidats. Et puis les autres relégués à, je crois que le suivant c'était Zemmour, à 7%. Et ce qui est frappant, et là je m'inscris dans la lignée de ce qu'a dit Frédéric, c'est que les 2 autres candidats, donc Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, proposent une politique étrangère très différente. Or, ce qu'on avait vu avec ce qui précédait, alors là j'anticipe un tout petit peu sur ta question, sur cette question de la structuration du débat de politique étrangère en France, c'est qu'il y avait quand même un assez grand consensus depuis le général de Gaulle sur la ligne à suivre. Non pas qu'il n'y eut aucune différence entre PS et puis RPR, UDF et ses successeurs, mais malgré tout, il y avait des invariants. On a pu dramatiser de temps en temps les différences qui existaient, je sais pas, au moment de Sarkozy par exemple. Mais en réalité, tout ça se maintenait dans un tunnel assez étroit. Or là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand il y avait une alternance auparavant entre un Mitterrand
Mitterrand et un Chirac, ou un Chirac, un Sarkozy, un François Hollande, la politique étrangère changeait peu. On l'avait vu, je me souviens encore en 2012, quand François Hollande avait confié à Hubert Védrine le rapport pour savoir s'il fallait à nouveau quitter le commandement intégré de l'OTAN, qu'il avait conclu que non. Donc ça marquait bien cette espèce de continuité. Or, avec la nouvelle situation tripartite, en quelque sorte, hein, avec, disons, la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, cette gauche-là, le centre-droit autour de Macron et puis l'extrême droite, on voit bien qu'une alternance amènerait un changement profond de politique étrangère. Et ça, c'est nouveau. Et donc, je conclus comme Frédéric que pour les années suivantes, pour 2027, on pourrait s'attendre à des choses importantes. Peut-être un autre petit point rapide sur hier. En fait, ce qui me réjouit, je le dirais très, très clairement, c'est que va continuer disons, une France ouverte. C'est-à-dire une France ouverte sur le monde, une France universaliste, une France qui a ses défauts, qui est souvent trop orgueilleuse, parfois trop arrogante, etc., mais qui, fondamentalement, est universaliste, qui a d'abord un réseau diplomatique universel ou quasi universel, 160 ambassades ou 165 ambassades, plein de consulats, des représentations dans toutes les organisations internationales, etc. Et puis qui est ouverte sur le monde, avec les instituts français, avec son rôle dans la culture, dans les affaires, etc. Et puis qui est fondamentalement une France qui communique, qui est ouverte au monde. Si on avait eu un autre résultat hier, tout d'un coup, les choses auraient été très différentes. En particulier vis-à-vis de l'Afrique, par exemple, avec les menaces entre guillemets proférées par Marine Le Pen à l'encontre des pays qui n'accepteraient pas de reprendre des immigrés en situation irrégulière, et les répercussions que ça aurait sur notre politique. Donc, politique d'aide au développement, qui a beaucoup progressé au cours des dernières années avec la loi du 4 août dernier sur l'aide au développement et d'autres choses. Et donc, je pense qu'on est passé en effet à côté d'un vrai danger d'avoir une sorte de rétrécissement des horizons de politique étrangère française, non seulement du point de vue des alliances de l'Union européenne, de l'OTAN et d'autres, mais aussi pour ce fait d'être ouvert au monde et de conserver un point de vue universaliste. Peut-être plus un changement d'horizon qu'un rétrécissement des horizons. Enfin, ça, c'est discutable, mais ce qui me frappe, c'est le fait qu'on va vers un monde divisé en blocs, avec d'un côté effectivement des démocraties à l'occidentale, on va dire, et puis de l'autre côté un bloc qui a l'air de s'opposer autour de Russie, Chine, etc. Et Marine Le Pen avait l'air de tendre effectivement plutôt vers l'autre bloc. Mais c'est peut-être plus un changement d'horizon qu'un rétrécissement d'horizon. Mais je mets cette nuance sur la table pour le débat. J'aimerais peut-être enchaîner sur un point que tu as dit, Justin, que tu as mentionné, qui est le tripartisme. Parce qu'effectivement, là, on est dans quelque chose d'assez inédit et on se demande ce que ça peut donner, d'une manière générale. Ça, on le verra notamment avec les élections législatives. Mais on se demande aussi ce que ça peut donner en termes de politique étrangère. On sait que sous la Ve République, la politique étrangère est censée être le domaine réservé du président. Mais en cas de cohabitation avec d'autres partis ayant des options de politique étrangère si différentes, comme vous venez de le souligner tous les trois, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Est-ce que vous avez une petite idée ou est-ce qu'on est vraiment dans de la politique fiction trop compliquée, même si on est à 2 mois de l'échéance ? Je ne crois pas. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on est dans de la politique fiction. On ne sait pas ce que vont donner les élections législatives de juin et si, comme certains candidats le souhaitent, il pourrait être élu Premier ministre sans appartenir à la majorité présidentielle. Apportant donc un ministre des Affaires étrangères qui serait nécessairement agréé à la fois par ce Premier ministre et par le Président, comme on l'a vu notamment au cours des dernières cohabitations, notamment 97-2002 avec Hubert Védrine, c'est-à-dire quelqu'un qui était acceptable à la fois par François Mitterrand par Jacques Chirac et par Lionel Jospin, et on a vu toutes les tensions que ça pouvait créer, les questions de démarcation entre prérogatives du président, pour qui c'est un domaine réservé, et prérogatives du Premier ministre, les petites bisbilles de représentation internationale, et puis la difficulté aussi de décider. Souvenons-nous que c'est en 93-95, donc sous la cohabitation précédente de celle que je mentionnais à l'instant, sous Édouard Balladur et François Mitterrand, que des décisions importantes ont été prises ou pas vraiment prises sur le Rwanda notamment et d'autres. Et donc ce ne sont pas des bonnes périodes pour la politique étrangère française, et surtout avec des partis qui ont des options aussi différentes les unes des autres.
Isabelle, je vois que tu veux réagir. Non, moi je pense que si on est dans ce cas de figure, le risque, c'est encore une nouvelle accentuation du côté solitaire d'Emmanuel Macron et du caractère présidentiel de son mandat, quoi, le côté Jupiter, parce que c'est vrai que pendant 5 ans, beaucoup lui reprochent d'avoir, un peu en politique étrangère, hein, beaucoup gouverné tout seul, de ne pas tellement s'être appuyé sur le Quai d'Orsay, d'avoir contourné son ministre des Affaires étrangères et son ministre de la Défense, et enfin d'avoir fait des coups en formant des toutes petites équipes qui ne sont pas forcément des équipes du sérail diplomatique traditionnel, pour aller plus vite, pour être plus efficace. Et je pense que si on est dans une cohabitation, ça va exacerber ce côté cavalier seul d'Emmanuel Macron qui, sur les questions régaliennes, essaiera d'agir seul et se recréera une autre cour de politique internationale. Moi, c'est plutôt ça que je vois. Frédéric, tu veux réagir aussi là-dessus? Oui, ça dépend beaucoup de la cohabitation. D'abord, il y a plusieurs types de cohabitation possibles. Bon, on n'y est pas, hein, on n'y est pas encore. Mais enfin, si cohabitation il y en a de plusieurs sortes. Soit il y a une cohabitation parce qu'il n'y a pas une majorité absolue pour, on va dire, une majorité présidentielle, dont on ne connaît pas forcément d'ailleurs totalement les contours encore aujourd'hui, auquel cas il faudra composer, et avec qui? On imagine qu'il faudra plutôt composer avec des forces politiques classiques qui ont quand même des sortants dans les législatives, auquel cas ça peut tout à fait se négocier. Et là, au contraire, on peut peut-être avoir un processus plus collectif. C'est-à-dire, imaginons un gouvernement où on peut confier les affaires étrangères à quelqu'un qui n'est pas forcément de la République En Marche, mais qui en partagerait les grandes options. Ça serait une chose. Évidemment, une cohabitation avec soit la France insoumise, soit ce que le mode de scrutin rend plus improbable, le Rassemblement national. Alors là, et d'une manière générale pour l'avenir, une cohabitation entre deux visions totalement opposées, comme on vient de le décrire juste avant, là, ça serait un vrai problème, parce que ça serait inédit. C'est-à-dire que quand on a eu des cohabitations dans le passé, il y avait de temps en temps, il y avait des escarmouches. On se souvient de Mitterrand et Chirac, tous les deux, à un sommet du G7 au Japon, voulant être sur la photo tous les deux. On se souvient de Lionel Jospin désapprouvant ou ayant un discours différent de Jacques Chirac, notamment dans les territoires palestiniens et en Israël, se faisant caillasser, etc. Bon, on se souvient aussi de lui-même, Lionel Jospin, après un discours de Chirac sur l'Europe, je crois que c'était en 2000, dire que ça n'engageait que le président et pas le gouvernement. Mais bon, on n'était pas sur des désaccords profonds. Imaginons une cohabitation entre Emmanuel Macron et soit le Rassemblement national, soit Jean-Luc Mélenchon, sur des questions comme la guerre en Ukraine ou la question européenne ou l'Union européenne, ça va être folklorique. Et ça, je veux dire qu'on ne sait pas encore du tout ce que nos institutions donneraient sur ces enjeux-là. C'est intéressant quand même que tous les trois vous souligniez les différences, parce que moi j'ai été frappé justement pendant l'entre-deux tours sur le fait que plusieurs analystes soulignaient plutôt la convergence de politique étrangère en disant Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'Union européenne, elle ne veut plus sortir de l'OTAN mais du commandement intégré, enfin, montrant qu'il y avait quand même une forme de rapprochement qui a sans doute trait à la dédiabolisation du Rassemblement national, mais c'est intéressant que vous rappeliez ces divergences parce que effectivement elles ont été quelque peu effacées dans cette campagne. Tu veux réagir là-dessus, Justin? Sinon, j'ai une question précise à te poser, comme ancien du Quai d'Orsay, sur une des réformes qui a beaucoup fait couler d'encre, qui est la réforme du corps diplomatique, ou la suppression du corps diplomatique. Est-ce que tu peux peut-être l'expliquer rapidement et puis nous donner un avis sur cette réforme? Oui, alors, un petit nota bene en commençant. Moi, je ne suis pas diplomate, moi je suis universitaire. J'appartiens au glorieux corps des agrégés de l'éducation nationale. Donc ta parole est libre. Donc ma parole est libre. J'observe, mais par contre, en effet, j'ai travaillé une partie de ma carrière au Quai d'Orsay, notamment à la direction du Centre d'analyse de prévision et stratégie de 2013 à 2019. Et donc j'ai beaucoup côtoyé les diplomates et je les connais bien. Ce dont il s'agit ici, c'est dans la continuité de l'idée du président de la République de réformer la fonction publique, de supprimer l'ENA et de briser le pouvoir des corps de fonctionnaires, de faire disparaître les corps
diplomatique, c'est-à-dire le corps des conseillers des affaires étrangères, des secrétaires des affaires étrangères, et puis ceux qui sont encore plus capés, pour ne plus avoir que des fonctionnaires qui sont en quelque sorte indifférenciés et qui ne sont pas en quelque sorte spécialisés. Ça a créé une levée de bouclier au Quai d'Orsay parce que on estime que diplomate, c'est un vrai métier. On estime qu'il faut un certain nombre de qualités particulières, qu'il faut une expérience particulière et qu'on ne peut pas passer comme ça d'un coup, paf, de la préfecture de Rennes ou d'ailleurs à là où l'inspection des affaires sociales a une ambassade, que toutes ces fonctions sont également honorables, mais qu'il y a une spécificité de ce travail diplomatique qui fait qu'on est dans une carrière, on est dans un corps, on a certaines garanties, mais en échange, on se dévoue aussi pour ce corps. Et on observe que dans beaucoup de pays étrangers, c'est le cas qu'il existe un certain statut des diplomates, les Foreign Service Officers, par exemple, au département d'État, qui sont embauchés pour ça et qui forment un corps. D'où cette levée de bouclier. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que le système avait quelques mauvais aspects, mais en gros marché. Vous savez, il y a ce proverbe aux États-Unis, if it ain't broken, why fix it? Si ça n'est pas cassé, pourquoi le réparer? Je suis pas absolument certain que c'était une réforme indispensable. J'observe que certains parmi les têtes les plus sages, disons, et reposées du Quai d'Orsay n'approuvent pas cette réforme et pensent qu'elle pourrait mettre à mal la capacité d'action de la France. Mais voilà, ça n'est qu'un point de vue. Frédéric, tu veux compléter? Je suis d'accord, on entend la réticence des diplomates. On est assez étonné d'entendre que c'est pas un vrai métier, que la diplomatie, parce que quand même les défis internationaux sont très nombreux aujourd'hui. Très nombreux, donc ne plus avoir des gens spécialisés là-dessus. Bien sûr, comme Justin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, comme dans tout système. Il y a certainement des choses qu'il faut ouvrir à d'autres carrières, à d'autres personnes, sans doute, mais dire ça n'est plus un métier en tant que tel, la diplomatie, c'est étonnant. Et alors surtout, juste un mot, on a, je trouve, plusieurs inconnus, plusieurs incertitudes en même temps, parce qu'il faut ajouter à ça la réforme de l'ENA, qui devient l'Institut national du service public. Et pour le moment, on ne sait pas ce que donnera la réforme du Quai d'Orsay, on ne sait pas ce que va donner non plus la réforme de l'ENA. Et donc, forcément, on entre dans une fenêtre, on va dire, de vulnérabilité de tous ces métiers, de toutes ces carrières. C'est quelque chose. Alors, sans doute fallait-il l'améliorer, sortir un peu de la routine, peut-être arrêter un certain ronronnement, apporter un petit peu de peps en plus, on peut présenter ça comme on veut. Sans doute fallait-il changer des choses. Là, on va rentrer dans une zone de turbulence. Voilà, dans un moment, Ukraine, etc., où c'est assez risqué. Voilà. Oui, en même temps, la réforme ne va pas forcément produire ses effets immédiatement. Il y a encore tout un tas de diplomates qui sont engagés dans ce corps et qui restent jusqu'à la fin, jusqu'à leur retraite. Certes. Peut-être simplement un post-scriptum, oui. si tu permets. Je pense que, et je le dis encore une fois, parce que je n'appartiens pas à ce corps-là, mais je voyage beaucoup pour le Forum de Paris sur la paix, qui est indépendant, qui ne fait pas partie c'est le moment de le présenter. Je m'aperçois que tu ne l'as pas fait. Je vais en dire un mot dans un instant, mais je voyage énormément pour pouvoir trouver des nouveaux partenaires, des participants pour monter des coalitions, etc. Et on a la chance, en France, d'avoir un service diplomatique qui est de toute première qualité, enfin qui fait vraiment partie des 2 ou 3 meilleurs au monde, y compris par la qualité des hommes et des femmes qui y travaillent. Et c'est pour ça que je citais le proverbe « si c'est pas cassé, pourquoi le réparer ?» Parce que, je trouve quand même que quand on compare avec l'outil diplomatique américain, par exemple, où là où vous avez une personne au Quai d'Orsay, il y en a 8 ou 10 au département d'État. Hein. Je n'exagère pas, par exemple, sur des questions comme la cybersécurité. On a 2 personnes et demie au département concerné, à ASD au Quai d'Orsay, là où on a 25 personnes, 30 personnes au département d'État, et pourtant on fait des choses utiles qui défendent les intérêts européens, les intérêts français. Donc ça, je pense qu'on peut être plutôt fier du taux de transformation, disons, de notre puissance réelle en puissance diplomatique. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je vois que tu ne veux pas présenter le forum. Je vais vous dire rapidement, le Forum de Paris sur la paix est né d'un constat assez simple en 2018. En fait, on pourrait le présenter comme ça.
vous risquez assez peu de mourir d'une guerre déclenchée par Poutine. On a la chance d'être suffisamment loin, on n'est pas en Ukraine, et donc c'est probablement pas ce qu'on entend par politique étrangère tous les jours qui va vous atteindre le plus. En revanche, ce qui va vous atteindre, ce qui peut mettre en danger les gens de votre famille, c'est une vague de chaleur. 2003, il y a eu quand même 30 000 morts. C'est par exemple le Covid. On a eu combien? On en est à 110, 120 000 morts à peu près. Voilà, c'est une cyberattaque sur un hôpital. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de cyberattaques en 2020 sur les hôpitaux. Il y a eu des morts, notamment en Allemagne, pas en France. C'est par exemple des choses qui paraissent très lointaines, mais si du jour au lendemain, par exemple, il y a une collision dans l'orbite basse et que les satellites ne sont plus utilisables, parce qu'on en est là, on a mis tellement de choses dans l'espace que maintenant il y a tellement de débris et de satellites, et Elon Musk n'aide pas, qu'il pourrait y avoir ça. Du jour au lendemain, on pourrait avoir des collisions en chaîne qui font qu'on n'aurait ni GPS, ni satellite de communication, ni satellite d'urgence, ni d'observation spatiale, ni quoi que ce soit. Bon, ce que toutes ces questions ont en commun, c'est que ce sont des questions qui dépassent les frontières, par définition, le climat, les pandémies, la question de la gestion de l'espace, des océans, etc. Et qu'elles ne sont pas susceptibles d'être résolues par un seul gouvernement. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui pourra régler tout seul la question du climat, ni celle de la pandémie, etc. Ça n'est pas non plus les gouvernements à eux tout seuls qui pourront les régler, ces questions. Parce que quand on parle des questions numériques, par exemple la cybersécurité, les entreprises ont une part très importante. Quand on parle des pandémies, on ne peut pas parler de la façon dont on a géré la pandémie sans parler du Wellcome Trust, de la Fondation Gates, qui a été très active, des ONG qui ont travaillé pour faire la distribution de vaccins, des laboratoires, etc. Et donc l'idée du Forum de Paris sur la paix, c'est de faire une fois par an une place dans l'agenda des leaders, non seulement les gouvernements, les chefs d'État et de gouvernement notamment, et on en a eu plus de 130 depuis 2018, mais aussi des autres acteurs du système international, les fondations, les entreprises, les organisations internationales, les collectivités locales, les ONG, bien sûr, les citoyens, les experts et d'autres, pour travailler à des projets et des initiatives qui répondent à ces grands défis-là et qui répondent à ces problèmes qui dépassent les frontières et qui dépassent la capacité d'un seul pays ou seulement des gouvernements. Et donc, le 11 novembre de chaque année, 11-12 et généralement 11-12-13 novembre, on a réuni depuis 4 ans, et on le fera encore en novembre, tous ces acteurs-là du Nord et du Sud autour de projets, autour d'initiatives qui répondent à ces grands défis. Et évidemment, il y a derrière cette idée-là du Forum de Paris sur la paix, l'idée que c'est l'expression d'une certaine vision du monde française, mais européenne aussi, très largement européenne, c'est-à-dire de la coordination des intérêts, à un moment où, tu le disais, toi, on assiste à une bipolarisation du monde de plus en plus forte, c'est-à-dire en gros États-Unis-Chine, mais étendu à, disons, Occident contre Russie-Chine. Ça, on le voit venir depuis plusieurs années. Tout au long des années 2010, on voyait le truc venir, et maintenant, on y est, et on y est de plus en plus. Et donc, au moment où il y a une fracture de plus en plus grande entre Nord et Sud et entre Est et Ouest, on essaye de fournir, une fois par an, ce moment de travail en commun sur les grands défis globaux. Très bien, tu l'as bien présenté, de manière synthétique. J'aimerais revenir non pas sur la réforme, mais peut-être sur le côté disrupteur de la réforme, ce qui est évidemment un clin d'œil au titre du livre d'Isabelle, Macron le disrupteur. En quoi la politique étrangère d'Emmanuel Macron sur le premier mandat était-elle disruptrice ? Alors je crois que ce qui est très disrupteur chez Emmanuel Macron, c'est surtout la méthode. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas tout à fait comme ses prédécesseurs. Je l'ai dit tout à l'heure, il a une tendance à travailler tout seul, à passer au-dessus des diplomates, des administrations, des grands ministères, à former des petites équipes avec des fidèles, des gens de la société civile ou une ou deux personnes des services de renseignement pour faire des coups, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal en fait, Emmanuel Macron, et c'est là où il est disrupteur, mais il considère qu'aujourd'hui, les démocraties libérales comme la France sont trop lentes et que le monde change tellement vite, que le chaos est tellement présent qu'il faut pouvoir aller très très vite. Or, les administrations françaises, selon lui, sont trop lentes. Il leur faut des semaines pour arriver à un résultat qui, en plus, doit être un résultat consensuel. Donc, en général, il est un petit peu édulcoré à son goût.
Et lui considère que quand on a une idée et quand il y a une crise, il faut sauter sur la crise. Il faut sauter en 1 semaine, en 15 jours ou en 3 semaines. Et alors ça le pousse à faire des coups. Par exemple, le G7 de Biarritz en 2019, ou le G7 de Biarritz, donc c'est le sommet des 7 pays économiques les plus riches du monde. Et chaque année, il est organisé dans un pays différent. Là, c'était à Biarritz, c'était la France. Et Emmanuel Macron a essayé, en fait, pendant ce sommet, de faire se rapprocher les États-Unis et l'Iran pour en fait redynamiser, pour ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien, quoi. En 2 mots, je résume, les Iraniens sont en train d'essayer de faire la bombe nucléaire. La France fait partie du pays qui a été leader pour essayer de l'en empêcher. Bon, après, c'est aussi un projet européen, mais c'est vrai que la France était leader. Et Emmanuel Macron a carrément bloqué Donald Trump pour essayer de le faire rentrer dans l'accord sur le nucléaire iranien qu'il avait quitté. Ça n'a pas marché, mais il a poursuivi cette politique des coups 2 mois plus tard à l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre, où là encore, on le voyait courir dans les couloirs des hôtels, frapper à la porte du président iranien, de Donald Trump, faire des choses qui ne se font pas en diplomatie, prendre l'ascenseur tout seul pour aller réveiller un tel au milieu de la nuit. Et voilà, ça n'a pas marché, mais... je ne sais pas si ça pouvait marcher, mais c'est ça le côté disrupteur d'Emmanuel Macron. C'est aussi la manière très cash qu'il a de parler, en parlant de la mort cérébrale de l'OTAN, la manière dont en fait il était en conflit avec la Turquie d'Erdogan. Donc c'est avant tout une méthode, la disruption macroniste. Dans les coups, je pense également au Liban, qui n'a pas fonctionné. Voilà. Est-ce qu'il y a des coups qui ont fonctionné ? Le problème de la politique étrangère, c'est que c'est très compliqué de la juger à l'aune d'un mandat. Souvenez-vous, quand on avait toujours dit... Ronald Reagan avait une réputation absolument épouvantable. Sa politique étrangère a été réhabilitée plus tard. C'est aussi partiellement le cas de Margaret Thatcher. Donc je crois qu'en politique internationale, il faut être quand même très avoir un peu d'humilité et attendre un petit peu. Alors, quand même, on peut répondre, ça n'a pas tellement marché. Mais je ne pense pas, moi, que ce soit de la faute d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que je pense plutôt... alors, si, il y a... Alors, ça n'a... Comment dire ? Il y a 3 choses. Ça n'a pas marché, mais ça n'a pas empiré. Ça n'a pas créé de crise supplémentaire. Donc, c'est des choses qui pouvaient, après tout, être tentées. C'est ça, Emmanuel Macron, il dit, tout ce qui a une chance de marcher, on le tente, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça n'a pas créé de crise. De temps en temps, il a un petit peu énervé ses partenaires. C'est vrai que quand il convoque, quand il invite Vladimir Poutine d'un seul coup à Fort-Brégançon, donc la résidence d'été, en août 2019, et qui propose à Vladimir Poutine un dialogue stratégique, c'est-à-dire un engagement en fait avec la Russie de Vladimir Poutine, c'est quelque chose que ne peuvent pas entendre les pays d'Europe orientale et d'Europe centrale qui sont, eux, directement menacés par la Russie et qui n'ont pas compris. Donc là, ça crée un problème parce que ça entraîne une suspicion qui n'est pas encore complètement effacée de cette partie de l'Europe vis-à-vis d'une supposée complaisance de la France vis-à-vis de la Russie. Alors ça, c'est plus embêtant. Mais sur le fond, le Liban, ça n'a pas marché parce que Emmanuel Macron, il a eu raison d'aller au Liban. Après, le deuxième chef d'État qui est allé, c'est Erdogan. C'est bien qu'un président européen y soit allé, a fortiori la France, qui a une histoire particulière avec le Liban. Il a fait trop de promesses, dans le sens où, en fait, il a cru qu'il suffisait de parler au Hezbollah. Donc le Hezbollah, c'est la milice... le parti politique chiite qui est lié à l'Iran. Et pour obtenir une réconciliation de toutes les tribus et de toutes les forces politiques libanaises, il faut l'accord de ce Hezbollah. Et pour avoir l'accord du Hezbollah, il faut traiter en fait à Téhéran, en Iran. Et Emmanuel Macron a cru qu'en fait il suffisait de parler au Hezbollah pour régler une partie de la crise. Donc là, c'était un petit peu de la naïveté. Mais sinon, sur le reste... Si ça ne marche pas, c'est surtout parce que la France n'est plus une grande puissance. La France est une puissance moyenne et qu'elle n'a plus seule
le pouvoir d'influence qu'elle avait avant. Ce qu'on peut peut-être reprocher à Emmanuel Macron, c'est de toujours considérer que, en fait, elle est une grande puissance. Mais seule, on ne peut plus rien faire, a fortiori dans un monde où les puissances révisionnistes, comme la Russie et la Chine, avancent de plus en plus et où il y a une rétractation du monde occidental et des démocraties. Le mot influence a été lâché. Frédéric se saisit du micro. Non. Frédéric. Non, je vais en dire un mot, bien entendu. Non, mais je dois avouer que j'ai pas encore lu le livre d'Isabelle, mais je vais le lire. Je suis sûr qu'elle va me convaincre. Juste un mot sur d'abord l'exercice solitaire. Je sais pas si c'est totalement en rupture avec les prédécesseurs, parce qu'on leur a beaucoup reproché la même chose. Moi, je me souviens, Mitterrand, on estimait qu'il se servait de Roland Dumas plutôt pour se protéger du reste du Quai d'Orsay que comme chef du Quai d'Orsay. Nicolas Sarkozy, on lui a aussi beaucoup reproché ça. Il y a une tradition dans la Ve République d'un président qui assume un rôle fort en matière de politique étrangère, avec une chaîne de commandement qui est rapide, et ce qui est d'ailleurs envié par un certain nombre d'autres puissances dans le monde démocratique. Lorsque François Hollande a décidé de frappe sur le Mali, donc en janvier 2013, ça a pris quelques heures entre la réunion de crise, on va dire, et les premières frappes. Et ça a quand même été... c'est une sorte C'était préparé depuis de longs mois. Oui, mais la décision a été prise très vite et encore peu de jours avant, le même président jurait qu'il n'y aurait pas d'action unilatérale de la France. Il mentait. Ça c'est possible, mais je veux dire, encore faut-il pouvoir le faire aussi vite. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été là. La diplomatie des coups, ça c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi j'ai presque envie de faire l'éloge de la diplomatie des coups, parce que je crois qu'il en faut en politique internationale. Qu'est-ce qu'on retient d'abord d'une diplomatie? Souvent, ce sont ses coups. Je veux dire, on parle encore aujourd'hui du général de Gaulle au Moyen-Orient ou dans une partie de la Méditerranée. On parle encore des coups d'éclat de Jacques Chirac à Jérusalem-Est ou autres. Ce sont des marqueurs. Alors, effectivement, après, la question, c'est à quoi ça sert? Est-ce qu'il faudrait mieux s'en passer? Est-ce qu'il faudrait faire quelque chose de plus soft, de plus normalisé? Je pense qu'il ne faut pas regarder forcément l'effort diplomatique avec le regard de n'importe quelle politique publique. Ce n'est pas facile à évaluer. Alors effectivement, d'ailleurs Isabelle l'a dit, c'est très difficile d'évaluer une politique étrangère. Ce n'est pas comme une politique de lutte contre le chômage. Une politique de lutte contre le chômage, si vous dites dans un an, je souhaite avoir réduit le chômage de tant de pourcents, au bout d'un an, on a la réponse, savoir si cette politique elle a fonctionné ou pas. Politique étrangère, c'est plus compliqué. On sait qu'il y a eu des efforts de fait, on sait qu'il y a eu une présence. Et ça, c'est très important dans une diplomatie, d'être présent. Ça ne veut pas dire qu'on va régler le problème. Un point peut-être quand même, une diplomatie des coups. Alors un coup diplomatique, c'est pas la même chose qu'un coup de communication. Et parfois de l'extérieur, les actions de politique étrangère de la France sont vues comme des coups de communication à destination de l'intérieur, pour la politique étrangère française. J'ai l'impression que c'est une erreur de perception de l'étranger. Est-ce que peut-être tu peux nous éclairer sur ce point précis? Alors moi j'ai l'impression que c'est souvent une perception de nos partenaires européens d'abord. J'en ai beaucoup parlé avec nos amis allemands à plusieurs reprises, et en creusant, parce qu'on a beaucoup parlé de cette question, du mais c'est pour des raisons de politique intérieure. Non, vous allez envoyer des troupes au Mali juste pour des raisons de politique intérieure, ça serait quand même extrêmement risqué. Il y a peut-être autre chose aussi derrière. Et en fait, on est arrivé assez vite à la conclusion ensemble que nous n'avions pas la même vision de ce qu'on appelait la responsabilité. C'est-à-dire qu'on estime en France qu'il est de notre devoir de prendre nos responsabilités sur un certain nombre de sujets internationaux, parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, entre autres. En tout cas, qu'on a un certain nombre de responsabilités, et quand il arrive un certain nombre de choses dans le monde, on doit y aller. On doit, parce qu'on en a la possibilité, parce qu'on a la capacité que d'autres n'ont peut-être pas, et qu'on prend nos responsabilités. Et souvent, on a eu l'impression que nos partenaires allemands, notamment, considéraient au contraire que ce qu'on faisait était un peu irresponsable. Que d'apporter une réponse militaire très vite, tout de suite, alors qu'on aurait pu mûrir une réponse plus collective, plus longtemps. C'était un peu irresponsable. C'était très intéressant d'ailleurs comme débat, cette idée de cette différence sur la responsabilité. Donc, voilà, le coup, oui, c'est vrai, il ne faut pas que ça tombe dans la communication pure, il ne faut pas que ça tombe totalement à plat. Je pense que là, les exemples qu'on a cités, il n'y a pas eu que de la communication. Il y a eu un vrai effort derrière. Et il y en a un autre exemple, c'est la Libye.
Alors là aussi, on pourrait dire, bon, il y a quand même un investissement très fort. Il y a eu 2 réunions assez vite au début du mandat qui ont quand même réussi à réunir tous les protagonistes. Alors après, effectivement, il y a eu des polémiques. Oui, mais est-ce que vous êtes vraiment neutre? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu quand même AFTA alors que vous avez dit que, etc., etc. Il y a eu tout ça. Mais au final, moi, je retiens aussi beaucoup l'implication très forte de la diplomatie française dans ces dossiers-là. Pareil sur le Liban. Effectivement, on n'a pas réussi à réformer totalement le Liban et à le faire devenir un modèle de gouvernance. C'était pas évident. Bon, on n'a pas réussi non plus à mettre fin à la guerre civile en Libye, à trouver pour le moment la solution. Mais il y a eu quand même beaucoup de contributions. Je dis pas ça pour défendre absolument la politique étrangère. Il y a eu des échecs aussi. Mais je crois que l'implication sur le temps long, et d'ailleurs Isabelle le disait, on ne peut pas forcément évaluer une politique étrangère à la lumière d'un seul mandat. Il faut regarder l'implication. Ce sont souvent des dossiers dans lesquels il faut montrer aux différents partenaires qu'on reste impliqué sur le long terme, qu'on est là comme un interlocuteur fiable, fréquent, et qu'on peut se tourner vers nous. Il y a aussi un coup, en quelque sorte, qui n'a pas été présenté comme un coup de politique étrangère, mais qui est quand même, à mon avis, quelque chose d'assez réussi, pour dire le moins, sur le plan de la relation extérieure. C'est quand même la relance européenne après la crise du Covid, et d'avoir convaincu notamment l'Allemagne et d'autres qu'il fallait faire cet emprunt collectif. Ça, on peut. Alors, est-ce que c'est un coup, est-ce que c'est pas un coup? Moi, j'ai l'impression que souvent on appelle ça un coup quand ça n'a pas marché, et que quand ça a marché, on ne veut pas appeler ça un coup, mais c'est un joli coup quand même, me semble-t-il. Voilà. Justin. Oui, non, j'allais justement rebondir en citant cet exemple-là, c'est-à-dire qu'il me semble que sur certains dossiers, sur les dossiers européens, il a quand même réussi ce qui n'était pas un coup, ce qui est quand même. Enfin, je pense que tout le traitement du Covid sur le plan international a été, oui, en plus qui venait de ses convictions profondes. Après tout, il s'est fait élire en 2017 en brandissant le drapeau européen, ce que peu avaient fait avant lui. Toute la gestion du Covid sur le plan international, c'est-à-dire la création qui est essentiellement par lui de Acte A, c'est-à-dire le mécanisme par lequel on allait distribuer et partager à la fois les systèmes de tests, les systèmes de thérapie et les vaccins pour le Covid, a été quand même quelque chose d'exemplaire. Sur le plan européen, donc évidemment la relance est, comme tu dis, le fait de convaincre l'Allemagne, et je dirais plus généralement, il a joué pendant les années Trump en particulier un rôle d'animation du système international et de leadership, parce qu'au fond, un des secrets du système international, c'est qu'il y a peu de leaders en fait. C'est-à-dire que les leaders sont élus pour s'occuper de leur pays avant tout, et donc ont généralement peu de bandes passantes pour s'occuper du reste du monde. Et il y a des tas de pays où les leaders ne sortent quasiment jamais de chez eux. Regardez AMLO, par exemple, le président mexicain, je crois, n'est quasiment pas sorti du tout depuis qu'il a été élu. De la même façon, Jokowi, en Indonésie, n'est quasiment pas sorti. Alors là, il reçoit le G20, donc ça va internationaliser un peu. Mais or, on a besoin de ces voix mexicaines, on a besoin de ces voix indonésiennes. Et pourtant, ces leaders décident de ne pas s'investir dans le... Bon, or... Si on ne s'investit pas, la politique internationale ne se fait pas toute seule. On a besoin de mobiliser, de dynamiser, par exemple, de mettre sous tension les organisations internationales. Et Emmanuel Macron a été à la fois le meilleur ami du docteur Tedros à l'OMC, de Ngozi Okonjo-Iweala à l'OMS, à l'organisation mondiale de la santé pour Tedros, à l'organisation mondiale du commerce pour Ngozi, et au FMI, à la Banque mondiale. À la fois, il a été leur meilleur ami, et en même temps, il les a mis sous tension. Il leur a demandé d'avoir des résultats, parce que cette matière internationale, cette matière de coordination, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'incarne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui bouge. Et ce qu'il a fait notamment autour du climat avec les One Planet Summit, autour de la biodiversité, autour du Covid, là, je pense qu'il a joué un rôle utile. Et puis, dernier aspect, c'est l'aide au développement, j'en parlais tout à l'heure. Ça, il me semble que ça devait être noté. On était tombé à 0,37%, je crois. Vous savez que l'ONU avait fixé comme objectif pour les pays développés 0,7% du PIB consacré à l'aide publique au développement. Et que les Britanniques, par exemple, y étaient quasiment, je crois, ils étaient à 0,68 ou quelque chose comme ça. Les Allemands sont un tout petit peu plus bas, mais avec un PIB plus important. Nous étions tombé, me semble-t-il, autour de 0,35 ou 0,40. Et donc, il a opéré cette remontée en puissance qui me semble vraiment importante si on veut être une puissance même moyenne, en visant 0,55% dans cette loi sur le développement solidaire. Et ça me semble un autre aspect de politique étrangère plutôt réussi, même si il y a eu beaucoup d'échecs aussi.
Si je peux juste ajouter, en fait, dans le côté, il a été disrupteur aussi sur l'Afrique, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que chaque président, depuis à peu près 20 ans, quand il est élu, promet de mettre fin à la France-Afrique et, de fait, coupe certains des liens plus ou moins fondés et plus ou moins sains qui lient encore l'ancienne, enfin, donc la France aux anciennes colonies. Et je pense que c'est lui qui est allé le plus loin, enfin à mon sens en tout cas. Il a vraiment essayé de fonctionner différemment, c'est-à-dire qu'il a, en fait, il a arrêté il a poussé les Français à s'investir dans l'Afrique anglophone et à sortir de l'Afrique francophone. Il a mis un de ses meilleurs, un de ses proches ambassadeurs en Afrique du Sud. Il a essayé de pousser les sociétés à sortir de la partie française, francophone de l'Afrique. Et aussi, il a changé la manière dont on faisait les sommets, les anciens sommets France-Afrique, qui depuis quelques années déjà s'appelaient Afrique-France. Et au lieu d'inviter des chefs d'État, cette année, il a invité des jeunes, en fait, la jeunesse. Il a eu, en fait, il a un regard sur l'Afrique qui est différent de ses prédécesseurs. C'est plus le regard de l'élite, c'est plus, il s'appuie sur la jeunesse, sur ceux qui développent des entreprises, la tech, etc. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va marcher ? Là encore, il est trop tôt pour le dire, parce qu'en même temps, un sommet France-Afrique uniquement avec des jeunes, c'est pas mal, mais c'est avec les dirigeants que à la fin il faut traiter. Mais là, il a vraiment été disrupteur. Et je crois que ça revient aussi à notre discussion d'avant sur les coûts. Cette stratégie des sommets, il y en a eu plein. C'est ce qu'il a appelé le multilatéralisme par les actes. C'est vrai que pendant la période Trump, le multilatéralisme était au plus mal et il a voulu sauver le multilatéralisme. Mais on a eu toute une série de sommets. Donc tu as cité le One Planet Summit, il y en a eu sur l'égalité des genres. Je ne sais pas si le Forum de Paris sur la paix peut rentrer là-dedans ou pas. Mais je crois qu'il y a matière aussi à réfléchir à ces sommets. Effectivement, est-ce qu'ils jouent leur rôle ou est-ce qu'on est uniquement dans des coups de com'? Ouais, moi, il me semble que non. Si on prend un exemple, le 18 mai dernier, en 2021, il y a eu ce sommet sur le financement des économies africaines, puisque tu parlais de l'Afrique, qui me semble très important parce que on sait bien quel est le grave danger, qui est que le Covid a créé un monde où en gros les riches étaient capables de stimuler leur économie, de faire de la relance, parce qu'ils avaient des moyens financiers, et les pays les moins avancés n'avaient pas ces moyens-là, et donc il y a eu une fracture nord-sud croissante, qui va d'ailleurs ne faire qu'empirer à cause de la hausse des taux, et donc de la remontée de la dette, qui va devenir un vrai problème. Et donc, en mai dernier, il a rassemblé le FMI, la Banque mondiale, les principaux bailleurs, avec le gros problème de la Chine, qui est maintenant le plus gros créditeur des pays africains, pour essayer justement d'aider les pays africains sur le plan macroéconomique, sur le plan financier. Et ça, je pense, c'est utile. Un sommet, il faut voir que ce n'est pas juste un coup de com'. Un sommet, en fait, tout se passe avant le sommet. Et le sommet peut être très très court. Le sommet, il peut durer 1h30 ou 2h30. C'est pas là que se passent les choses. C'est plus le congrès de Versailles qui dure des semaines et où on négocie vraiment. En fait, les négociations se font avant, et justement, et c'est tout le travail qui se fait avant qui constitue la chair des politiques qui sont décidées, des accords qui sont passés. Une fois qu'on arrive au sommet, on signe un document et en effet, on fait de la com'. Mais si on signe des choses sérieuses, c'est que tout le travail a été fait auparavant. Oui, sur l'Afrique, oui, il y a effectivement eu ce sommet à Montpellier. En même temps, on entend la jeunesse tchadienne, par exemple, se plaindre du fait que les relations ont été maintenues avec le fils d'Idriss Déby et que les beaux discours comme ceux de Ouagadougou, etc., ont été oubliés. On en revient au vieux débat sur politique étrangère basée sur des valeurs ou sur des intérêts. Frédéric Charillon a écrit sur ce sujet, donc je lui passe la parole sur ce thème. Pour moi, c'est une. Puis j'avais pas enchaîné sur l'influence tout à l'heure pour pas être trop long, mais je vais. Non, mais on revient après. D'accord. Je vais juste parler. Intérêt et valeur, pour moi, ça n'a pas de sens de les opposer. Comment pourrait-on défendre ces intérêts dans un monde qui serait dominé par des puissances qui ont des valeurs contraires aux nôtres ? Si si les Alliés avaient perdu la Seconde Guerre mondiale, je ne vois pas très bien comment on aurait pu défendre nos intérêts. Donc ça je crois qu'il faut qu'on l'assume aussi. C'est quelque chose qu'on a eu souvent tendance à faire dans la politique étrangère, enfin dans le débat public français, c'est d'opposer les intérêts et les valeurs. Comme si les intérêts c'était sale, les valeurs c'était propre. Les valeurs c'est bien. D'ailleurs, ça m'a frappé. Il y a eu beaucoup de cas comme ça où des présidents de la République, qui pourtant avaient réussi les jolis coups, pour reprendre le terme, en politique étrangère,
on tout de suite dit « Ah mais on n'y va pas pour défendre nos intérêts ». Pourquoi d'ailleurs? Le Mali, exemple. Hein, une des premières déclarations de François Hollande sur le Mali, c'est « Naturellement, nous n'y allons pas pour défendre nos intérêts ». Pourquoi dire ça? Est-ce que c'est parce qu'on anticipe que l'opinion publique va grogner si on lui dit qu'on y va pour défendre des intérêts? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que d'autres puissances n'ont aucun complexe, les États-Unis ou d'autres, à dire on a des intérêts à défendre, on y va. Nous, on n'aime pas ça. On aime bien dire la France n'a pas d'ennemis. Souvenez-vous, après l'attentat contre le Drakkar au Liban, on a entendu ça. Hein, la France n'a pas d'ennemis. Qu'est-ce que ça aurait été si on avait des ennemis? Oui, la France a quand même réagi en allant bombarder dans la Bekaa. Oui, mais voilà. Et donc, je ne pense pas qu'il faille... il faut pas opposer... Défendre nos intérêts, c'est aussi défendre nos valeurs. Je veux dire, défendre la démocratie, défendre l'état de droit ou les droits de l'homme ou les droits humains. Ça fait partie de nos intérêts, parce qu'il n'est pas du tout de notre intérêt que le monde soit dominé par des régimes. Et là, c'est un peu le défi qu'on va avoir. On voit bien se mettre en place, hein, on l'a dit tout à l'heure, et Justin l'a rappelé, on voit bien se mettre en place quand même un front des démocraties libérales d'un côté, et puis des régimes autoritaires, un réseau de régimes autoritaires derrière. La grosse disruption, pour reprendre cette fois le titre d'Isabelle, c'est quand on avait à la tête des États-Unis un président qui donnait parfois l'impression qu'il était plus proche, en tout cas qu'il avait un goût pour le dialogue certain avec des autocrates, alors qu'il avait l'air d'être agacé profondément par ses propres alliés démocratiques. Ça, c'était très, très disrupteur. Ça, c'était un vrai problème. Mais sinon, voilà, défense des intérêts et défense des valeurs, à mon avis, c'est le même. Je m'arrête là pour l'influence, si tu m'as dit qu'on y reviendrait plus tard. On va y revenir tout de suite. Et notamment, j'aimerais y revenir par le biais d'une remarque faite par Isabelle sur la France est maintenant une puissance moyenne. Et toi, tu as dit, Frédéric, mais en même temps, la France est capable de faire des choses. Elle peut réagir très vite. Elle a encore une puissance militaire. Et sous Emmanuel Macron, il y a eu un vrai réinvestissement dans le militaire. Donc la France, puissance moyenne, est-ce qu'elle a encore de l'influence? Moins qu'avant, sans doute. Comment peut-on la mesurer? Et surtout, comment fait-elle face au régime que tu as décrit et mentionné précédemment, à savoir régime chinois, régime russe, qui, eux, ont des politiques d'influence agressives? Alors, il y a deux, je vais être rapide, il y a deux choses différentes. Effectivement, il y a la question sur comment on labellise la puissance française, puissance moyenne, puissance globale, grande puissance. Ça je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens encore aujourd'hui, parce qu'on c'est un réflexe très sociologique français, comme on pouvait se demander il y a quelques décennies ou quelques siècles si on faisait partie de la petite, moyenne, grande bourgeoisie, etc. On aime bien essayer de se positionner comme ça dans la sociologie mondiale. Sommes-nous une puissance globale, moyenne, petite, moyenne globale? Bon, je crois que l'important aujourd'hui, c'est d'être capable de faire faire et d'empêcher de faire. C'est-à-dire de défendre ses intérêts. Quand on a décidé qu'il fallait faire quelque chose pour nos intérêts, qu'on ne nous empêche pas de le faire, ou quand on estime au contraire qu'il y a d'autres choses qui sont très contraires à nos intérêts et qui sont en train de se passer, il faut être capable quand même de réagir et de l'enrayer. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui est important, plus que la labellisation, je veux dire, sur une espèce de classe sociale internationale à laquelle on appartiendrait. Alors, sur la question de l'influence, on fait le constat aujourd'hui, effectivement, c'est ce que j'essayais de faire dans ce livre sur les guerres d'influence, on fait le constat qu'il y a un certain nombre de puissances aujourd'hui qui investissent beaucoup, qui mettent beaucoup de moyens sur la table pour avoir développé des stratégies d'influence. Une stratégie d'influence, c'est quoi? C'est de c'est de changer le comportement d'autres acteurs sans utiliser la force, la contrainte. Bon, Joseph Nye l'avait très bien expliqué dans ses travaux sur le soft power. Il y a trois façons de faire changer quelqu'un de comportement, soit la menace. Si tu ne fais pas ça, avec un revolver sur la tempe. La deuxième façon, c'est la rémunération. Bon, c'est d'inciter avec de la rémunération à faire quelque chose que l'autre n'aurait pas fait tout seul, sans cette carotte, si je puis dire. Et la troisième façon, c'est effectivement la conviction, la force de conviction ou de séduction d'un modèle. Alors, il y a trois modèles, il y a trois pratiques de l'influence aujourd'hui. Il y a une pratique, on va dire, démocratique, libérale, très fortement inspirée par le modèle américain du soft power, c'est-à-dire à la fois être capable de capter les élites qui voudraient venir travailler ou passer un séjour ou étudier ou souscrire à un modèle démocratique libéral qui était très très soutenu par à la fois Hollywood, la radio, les médias, etc. C'est le modèle de la conviction, un peu du soft power. Il y a un modèle autoritaire qui est très différent, qui plutôt que de vouloir convaincre de son propre modèle de société, va plutôt utiliser l'influence pour faire douter les autres, pour mettre la zizanie chez l'autre. C'est le sharp power, comme on dit, c'est les fake news, c'est mettre la zizanie chez les autres, les faire douter de leur propre modèle. Et puis, il y a un troisième modèle qui est un peu différent,
que j'appelais l'alliance de la foi et de l'argent, c'est-à-dire c'est plutôt un modèle qui vient du Golfe, qui consiste à jouer sur des réseaux religieux principalement, et qui vont être irrigués par beaucoup d'argent, qui est un petit peu différent des deux autres. La question évidemment c'est et nous dans tout ça, et nous Europe et France dans tout ça. Est-ce qu'on est entre ces trois modèles, est-ce qu'on est prêt pour cette guerre d'influence, sachant que d'autres mettent beaucoup d'argent sur la table pour ça. Il me semble qu'on a quand même des lacunes. Alors, on n'est pas sans atouts, mais on a des lacunes. Il y a des lacunes européennes qui est que l'Europe n'aime pas ce mot d'influence, n'aime pas cette idée que c'est un peu sale l'influence pour les Européens. Ça fait penser à propagande, ça fait penser. Alors que c'est pas ça. À mon avis, c'est pas ça du tout. L'influence, c'est pas de la propagande, c'est être capable d'avoir un effet d'entraînement pour convaincre les autres de suivre notre position. Mais on n'aime pas assumer ça. Il y a une anecdote, je me souviens d'un voyage dans les Balkans où quelqu'un qui me guidait un petit peu me dit voilà, tu vois là, cette autoroute, elle a été construite par les Européens. Elle a été payée totalement par l'Union européenne. C'est pas un abribus, parce que sur l'autoroute c'est plutôt rare, mais l'espèce d'aire de repos, parking, etc., il a été payé par les États-Unis. Partout, il y a des panneaux qui disent à quel point il faut remercier les États-Unis pour avoir construit l'aire d'autoroute. Nulle part, on ne sait que c'est l'Europe qui a payé tout le reste de l'autoroute. On n'aime pas ça. Donc ça, c'est un peu un de nos points faibles. La France a d'autres points faibles plus particulièrement. D'abord, on estime quand même beaucoup encore que notre principal vecteur d'influence, c'est notre président de la République. Et ça, c'est depuis le début de la Ve République. On oublie un peu qu'il faut des relais derrière, que l'influence, c'est un truc de professionnel, il faut des mécanismes derrière, il faut la penser, ça coûte de l'argent, il faut des moyens sur la table. Voilà, ça, c'est un peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut réinventer aujourd'hui une politique d'influence. Il y a des choses qui ont été faites dans les dernières années. La création du Paris Peace Forum en fait partie, c'est-à-dire de rayonnement et d'autres. Il y a eu des avancées, il y a une prise de conscience, il y a une feuille de route du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui pour l'influence. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais il y a une prise de conscience. Tu as parlé du soft power, et puis tu mentionnes l'expression guerre d'influence. Il y a influence, mais il y a aussi guerre. Et il y a aussi le hard power. Et en ce moment, on le vit bien en Europe, ce hard power, avec la guerre en Ukraine, qui sera probablement le sujet structurant des premiers mois, au moins, du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Isabelle ? Quelle a été la position jusqu'à présent de la France sur ce conflit ? Et si on la compare aux autres États européens, je pense par exemple sur la question de la livraison d'armes, mais enfin il y a tout un tas d'autres points évidemment à évoquer. Mais enfin c'est une divergence avec l'Allemagne. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme évolution dans les prochains mois sur ce sujet ? C'est compliqué de répondre à cette question parce que je trouve qu'il est très difficile de percevoir exactement la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie. Il a, depuis le début du conflit, eu une attitude qui différait de son attitude précédente, c'est-à-dire qu'il a consulté absolument tous ses partenaires. C'était un modèle de coordination, en fait, toutes ces initiatives vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de la Russie. Il est le seul chef d'État européen, mais c'est normal puisqu'il préside encore pour 3 mois le Conseil de l'Europe, qui a parlé régulièrement à Vladimir Poutine, à la demande parfois du président ukrainien et à chaque fois en coordination avec la plupart des partenaires européens de la France et avec les États-Unis aussi. Ces conversations se sont interrompues depuis la fin du mois de mars. Elles ont été mises entre parenthèses depuis la découverte du fameux massacre de Boutcha. Alors, Emmanuel Macron, en fait, il a une position un petit peu médiane au sein de l'Europe. Et c'est normal, puisqu'il est le président du Conseil de l'Europe. De l'Union européenne. Entre les pays de l'Est, comme la Pologne, et les pays d'Europe orientale, qui, en fait, lui demandent d'aller beaucoup plus loin, qui veulent qu'on accepte l'Ukraine dans l'OTAN plus rapidement, qui considèrent qu'il faut livrer beaucoup plus d'armes lourdes à l'Ukraine, et les pays comme l'Allemagne, qui appuient complètement sur le frein pour ne pas imposer l'embargo sur le gaz, il est un peu au milieu. Alors, ces conversations avec Vladimir Poutine n'ont absolument rien donné. Les relations avec Volodymyr Zelensky ont des hauts et des bas. L'Ukraine reproche à la France de ne pas s'engager suffisamment. Elle lui reproche une certaine ambiguïté dans la position française vis-à-vis de la Russie, mais ça a toujours été le cas. Et je pense que le principal challenge
d'Emmanuel Macron dans les mois qui viennent, ça va être de clarifier sa position. Parce que là, depuis le début de la guerre en Ukraine, sa politique du en même temps, on parle à tout le monde en même temps, bon, à Zelensky et à Poutine en même temps, on maintient les sanctions sur la Russie, mais on propose des ouvertures, un partenariat stratégique. Ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a en face une puissance criminelle qui commet des massacres, qui a attaqué son voisin pour absolument rien, qui mène une guerre absolument monstrueuse. Donc, je crois que beaucoup de pays européens vont demander à Emmanuel Macron qu'il se positionne de manière beaucoup plus claire vis-à-vis de ce conflit. Et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que l'Europe, qui avait eu un sursaut d'unité au début de la guerre, se divise à nouveau sur la question. Et ça va être très compliqué parce que c'est pas non plus dans son tempérament, et que je pense que depuis le début, Emmanuel Macron se trompe sur la nature du régime de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il considère que la Russie est européenne par nature, et donc elle ne peut que rejoindre l'Europe et rejoindre la famille occidentale, alors que la nature même du régime de Poutine est de lutter contre l'Union européenne et contre la démocratie, et que Vladimir Poutine est avec la Chine en train de créer un contre-modèle démocratique. Il n'est pas du tout en train de se rapprocher de l'Europe. Donc imaginez qu'on puisse avoir une alliance stratégique avec la Russie tant qu'elle est dirigée par Vladimir Poutine, est pour moi un leurre et une erreur d'analyse. Je pense que la guerre en Ukraine et tous les excès de cette guerre abominable ont fait comprendre à Emmanuel Macron qu'en fait, on n'arrive pas à discuter avec Vladimir Poutine, mais je n'en suis pas certaine. Mais ça va vraiment être le challenge pour moi. Moi, je n'ai pas forcément perçu cette ambiguïté. Je trouve que les positions sont claires, c'est-à-dire qu'il y a une condamnation très nette de l'agression russe, les crimes de guerre ont été dénoncés, voire plus. Simplement, il y a la volonté de ne pas fermer la porte, parce que pour sortir d'une guerre, à un moment donné, soit on la gagne militairement, soit on négocie. Je ne sais pas, quelles sont vos perceptions, Justin, Frédéric ? Oui, peut-être qu'on peut revenir au début de la discussion où on parlait de la tripartition. Et si on regarde, tu citais certains commentateurs qui disaient que les positions avaient convergé. Elles ont convergé parce que, à la fois du côté de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, on a mangé son chapeau, fondamentalement. C'est-à-dire qu'on disait que c'était les États-Unis qui avaient inutilement provoqué la Russie, et que tout ça, toutes les menaces les préavis et les mises en garde du renseignement américain sur il va y avoir une guerre, tout ça était des menaces vides et creuses, puisqu'il n'y aurait pas de guerre, et puisque au contraire il fallait se rapprocher de la Russie, de rapprocher de Vladimir Poutine. Bon, il y a eu de façon évidente deux changements de position assez radicaux. D'un autre point de vue, Emmanuel Macron lui aussi a été pris à contre-pied. Et je pense que, tu l'as bien dit, Isabelle, il y a un peu un paradoxe au fond d'Emmanuel Macron et la Russie, parce que si on se souvient de la campagne de 2017, il avait été attaqué assez durement par les Russes. Et d'ailleurs, il s'en était plaint à Vladimir Poutine lorsque, tout début juin 2017, il l'avait reçu à Versailles en conférence de presse, en attaquant RT et Sputnik, Russia Today. Il avait même été cyber-attaqué. Absolument, oui, tout à fait. Enfin, les Macron Leaks, etc., c'était tout de même ça. Bon, et puis ensuite, il y avait eu cette tentative, parce que je pense que ça correspond peut-être à ce que tu disais, c'est-à-dire une conviction que la Russie est par nature européenne, mais aussi à une certaine vision de la sécurité européenne. Et là, on en revient à plusieurs décennies auparavant, au raté de la sortie de la guerre froide, c'est-à-dire à la question de la confédération européenne, quand François Mitterrand avait suggéré que pour organiser les nouvelles relations de sécurité dans le continent, dans la maison commune européenne, il fallait installer une forme de confédération. Et à la place, ce qui a prévalu, c'est les réalités qui étaient bien en place au sortir de la guerre froide, c'est-à-dire l'OTAN, qui a fini par s'élargir, et par ailleurs la Russie, qui a fini par peu à peu se retrancher, et dans sa nostalgie impériale a essayé de vouloir retrouver cette grandeur passée qu'elle a eue grâce à l'argent, notamment du pétrole, etc. Et donc on en revient à ça, et je pense que c'est ça qu'il avait en tête en 2019 quand il a fait son rapprochement avec la Russie, et qu'il a mis beaucoup de temps à abandonner en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait la conviction que Poutine ne pourrait pas
aller tellement contre ses propres intérêts tels que lui-même, tels que le président les percevait, jusqu'à attaquer l'Ukraine. Donc, paradoxe, disons, est prise à contre-pied. Et je pense moi aussi, je suis assez d'accord avec Marc. Je pense qu'il est tout de même assez clair sur la condamnation. Je pense que là, pour le coup, ses yeux se sont ouverts, disons, sur la nature du régime et comment en serait-il autrement, compte tenu du carnage et du viol des relations, enfin, disons, des règles du système international qu'on a vu, mais qu'il espère toujours jouer un rôle utile. On en parlait tout à l'heure, beaucoup de ces tentatives de médiation n'ont pas fonctionné. Enfin, avec Trump, il a fait beaucoup de dialogues, il n'a jamais rien ramené. De la même façon, avec Poutine, il a fait beaucoup de dialogues, il n'a jamais rien ramené. Et donc, à la fois, c'est utile, et moi, je ne lui reprocherai jamais d'essayer de faire cette médiation et d'aller vers la paix. Et en même temps, il faut bien reconnaître que ça ne fonctionne pas. Oui, non, mais cela dit, je pense aussi que c'est utile, pour la simple et bonne raison que le jour où la guerre s'arrête, et si vraiment il y a des négociations et que Poutine est toujours là, il en fera partie, et qu'en maintenant ce dialogue, il positionne l'Union européenne comme principal acteur pour décider de la sécurité à ses frontières. Sinon, il va laisser le champ libre. Sinon, c'est les États-Unis qui vont le faire, et Boris Johnson qui s'est déjà positionné. Donc, il représente les intérêts de l'Europe pour la future paix à venir, si paix il y a. Frédéric, je te laisse réagir. Je poserai ensuite une dernière question et puis je laisserai la parole à la salle parce que le temps file. Parce que c'est passionnant. Je pense que sur cette histoire d'Ukraine, il y a plusieurs temps, et c'est un dossier qui évolue beaucoup. D'abord, tout le monde était surpris par l'invasion elle-même pour une raison simple, c'est que, tu disais tout à l'heure, guerre d'influence et puis guerre tout court. Justement, Vladimir Poutine est passé d'une guerre d'influence à une guerre tout court. Et ça a surpris tout le monde parce qu'il n'était pas évident que ce soit dans son intérêt. Sa guerre d'influence, avec des méthodes certes peu recommandables, elle fonctionnait relativement. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui, en 20 ans, a quand même essayé de reconstruire une puissance russe qui n'était pas gagnée après ce qui est arrivé dans les années 90, une puissance russe qui faisait peur, une puissance russe qui est arrivée à se maintenir sur le podium des grandes puissances qui n'étaient vraiment pas gagnées, à coup effectivement de médias, mais qui ont bien fonctionné, RT, Sputnik, etc. On ne pouvait pas faire une recherche sur Internet sans que ça tombe en tête de toutes les recherches. Ça a fait quand même des dégâts considérables en matière de fake news, etc. Il a ressuscité des vieux réseaux, il a retrouvé des vieux réseaux en Europe centrale et orientale, dans les Balkans encore plus, il a repris pied en Afrique, etc. Donc on s'est demandé pourquoi tout jouer sur un coup de poker ukrainien, cette stratégie d'influence patiemment élaborée sur une vingtaine d'années. Parce qu'elle ne marchait pas en Ukraine, justement, parce qu'il Bien avait sûr. perdu l'Ukraine. Bien sûr, non mais ça ne marchait pas en Ukraine, mais du coup ça a eu l'air d'être quand même une espèce de crispation autoritaire qui était quand même étonnante pour quelqu'un que tout le monde voulait présenter comme un joueur d'échecs, cynique, calculateur, etc. Là on a eu donc c'était étonnant. Là on est passé ensuite à plein d'autres stades, on va pas tous les... Mais d'abord il y a eu le discours russe sur il faut que l'Ukraine revienne dans le giron de la mère patrie, etc. Ensuite c'était pour dénazifier l'Ukraine. Maintenant c'est très clairement une guerre de conquête ou de reconquête dans la rhétorique russe. On veut prendre le Donbass, mais aussi le Sud. On parle même de faire la jonction avec la Transnistrie, etc. Donc tout ça évolue beaucoup. Ça va évoluer aussi du côté français. D'une part, parce que là, Emmanuel Macron est dans une position particulière qui est la présidence de l'Union européenne. Donc il a un certain nombre de devoirs, effectivement, de positionner l'Europe, de faire son devoir en quelque sorte de médiateur. Tout en disant récemment, je crois que ça lui coûtait beaucoup à chaque fois de parler à Vladimir Poutine, mais qu'il fallait le faire, y compris à la demande du président ukrainien. Il est à la présidence de l'Union européenne pour le moment, donc il a un certain nombre de devoirs de négociation et de positionnement de l'Europe ou d'intermédiaire. Bon, il n'est pas dit que la position française restera toujours celle-là après la présidence française, de la même manière qu'un certain nombre de personnes, de leaders politiques français qui ont mis beaucoup d'eau dans leur vin ou dans leur vodka au moment de la campagne électorale, parce qu'ils ont bien compris que ça tombait plutôt mal. Toutes les photos qu'on pouvait donner d'eux avec Vladimir Poutine ou Viktor Orban, etc., ont totalement rétropédalé. Je ne suis pas sûr que maintenant que la campagne est terminée, ou en tout cas après les législatives, ils ne vont pas revenir à des postures beaucoup plus classiques pour eux. Bon, on est de toute façon en France dans un débat difficile sur la Russie,
Parce que y a un rapport à la Russie qui est assez passionnel, pour des raisons d'ailleurs étonnantes, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une surreprésentation de la population orthodoxe ou d'origine russe en France. C'est très idéologique. On a une russophilie, on va dire, plutôt de gauche, plutôt par anti-américanisme, qui se réjouit à chaque fois qu'il y a une puissance qui est là pour contrer les États-Unis. Et puis on a une russophilie qui est plus conservatrice, peut-être d'essence plus religieuse, qui voit dans Vladimir Poutine le sauveur de l'Occident chrétien ou des valeurs morales. Et pour ces raisons, le débat est très compliqué. Merci. Avant de passer la parole à la salle, je pose donc une dernière question qui est quels pourraient être, selon vous, les grands dossiers de politique étrangère de ce prochain quinquennat, donc en dehors de l'Ukraine, puisqu'on vient d'en parler. Et peut-être que je mets sur la table l'environnement. Il y a un candidat, en l'occurrence c'est Yannick Jadot, qui a parlé de politique étrangère écologique, mais sans développer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les présenter. Mais voilà, selon vous, quels seront les grands dossiers? On commence par Justin. Oui, alors celui-là, assurément, et je pense que sur le plan national, chacun jugera si ce qu'il a fait est suffisant ou insuffisant, chacun jugera ce qu'il fera dans les 5 prochaines années. En tout cas, sur le plan international, il a eu une action et un leadership plutôt bénéfique, je le mentionnais, avec les One Planet Summit, avec le Make Our Planet Great Again. Ça n'était pas que de la communication, il y a eu beaucoup d'investissements personnels, et sans tellement de communication que ça, autour de la nécessité de la COP27, notamment d'accompagner chaque COP. Donc ça, je pense que c'est intéressant, important. L'autre dossier qui me semble fondamental, c'est la souveraineté européenne. C'est-à-dire c'est quelque chose avec lequel il est arrivé en 2017, et on se souvient du discours de la Sorbonne, notamment, qui était programmatique. Et ça, je pense que c'est très important. Et au fond, il est aidé par la guerre en Ukraine, qui a démontré, d'abord par le Covid, ensuite par la guerre en Ukraine, qui ont démontré la nécessité de se réarmer économiquement, militairement, etc. Et au bout du compte, un des grands dossiers du quinquennat pourrait être ce qui va se passer en 2022 aux États-Unis, puisque les prochaines élections, en 2022 pour les élections de mi-mandat, mais en 2024, puisque moi je suis très très inquiet. Tout à l'heure tu parlais d'une anomalie et d'une disruption par Trump. Il n'est pas du tout impossible que Trump revienne, ou un clone de Trump, c'est-à-dire une Amérique qui soit radicalement différente de ce qu'elle a été par le passé, et qui là, sur le plan international, amènerait un bouleversement énorme. Isabelle. Alors moi, à tous ces dossiers, je voudrais en rajouter un qui, moi, m'inquiète particulièrement parce que je le suis depuis très longtemps, c'est le dossier justement du nucléaire iranien. Et moi, j'ai peur qu'on se réveille dans un mois avec un Iran qui posséderait la bombe nucléaire. Parce que c'est vrai que la France est engagée dans ce dossier depuis 2003, et que depuis que les États-Unis de Trump s'en étaient retirés du JCPOA, donc c'est le nom de l'accord iranien, en 2015, les Européens ont déployé des efforts absolument incroyables pour essayer de le tenir à bout de bras. On y était presque arrivé, mais de toute façon cet accord aurait été un mauvais accord, parce qu'entre-temps les Iraniens ont fait tellement de progrès d'enrichissement d'uranium qu'ils sont vraiment à quelques mois de la bombe nucléaire maintenant, et tout ça a été pris en otage par la Russie, qui en fait a refusé d'endosser l'accord, parce qu'elle exigeait en fait un contournement des sanctions occidentales par l'Iran. Donc cet accord tient comme plus personne n'en parle, les diplomates n'en parlent plus, les journalistes n'en parlent plus, il est suspendu dans l'air, et moi je pense que ça va mal se terminer, c'est-à-dire ça va se terminer soit par une bombe nucléaire iranienne, et là l'insécurité au Moyen-Orient n'en sera que plus grande, parce que ça veut dire dans ces cas-là que toutes les milices chiites dans la région, en fait, avec le chapeau et la protection nucléaire de l'Iran, auront les mains beaucoup plus libres pour avancer. Soit on aura une attaque militaire des Israéliens qui n'accepteront pas que l'Iran soit nucléaire, soit on va essayer de limiter les dégâts en relançant un mauvais accord qui tiendra quelques mois. Donc pour moi, c'est la prochaine grosse crise qui concernera directement la France.
Frédéric, même question. Oui, alors bon, de manière générale, je suis moins pessimiste qu'Isabelle sur l'Iran, mais je pense que de toute façon, la Méditerranée et le Proche-Orient, c'est une zone de crise qui sait toujours se rappeler à notre bon souvenir. Ça, c'est certain. Et à chaque fois qu'on a dit, bon, maintenant, c'est plus là l'épicentre des relations internationales, il s'est toujours passé quelque chose. Bon, c'est une région qui accumule les crises. Il ne faut pas oublier une autre crise possible, évidemment, qui est Taïwan. Ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que la Chine puisse augmenter sa pression considérablement sur Taïwan, et qu'à ce moment-là, les États-Unis nous demandent aux Européens d'être présents à leur côté en mer de Chine du Sud ou dans la région. Et s'ils nous le demandent comme ça voudra dire très clairement vous serez gentil d'être à nos côtés sur la mer de Chine du Sud, parce que sinon, n'oubliez pas qu'on est là aussi pour vous avec Vladimir Poutine. Bon, ce qui veut dire qu'on aura un choix assez difficile à faire et il faudra trancher. Plus globalement, je crois que la grosse difficulté de politique étrangère qui va arriver, ça va être de combiner deux aspects essentiels et très différents des défis internationaux, qui sont la sécurité type hard power et la sécurité humaine. La sécurité humaine et la sécurité classique militaire sont maintenant totalement liées pour plein de raisons. Et il va falloir mener les deux de front. La sécurité humaine, on le sait bien, il y a des populations, voilà, les réfugiés climatiques, la pauvreté, la misère, etc., sont des facteurs de conflit aujourd'hui. Et en même temps, on le voit en Ukraine, on a un grand retour de la guerre majeure, comme diraient les militaires, c'est-à-dire qui là demande vraiment un effort budgétaire extrêmement important pour se mettre à niveau. On a constaté il fallait faire un gros effort de défense en Europe et ailleurs. Il va falloir mener les deux de front. C'est-à-dire, tout à l'heure, Justin présentait beaucoup de choses aussi sur l'aide au développement, etc. Tout ça, c'est essentiel. Il va falloir le faire. Et en même temps, il faut aussi penser à la guerre classique. Et ça, les deux en même temps, ça coûte très cher. Donc, il va falloir dégager des marges de manœuvre budgétaires. Et puis, deux, il faut penser l'instrument de politique étrangère, de réflexion stratégique, qui va être capable de penser tout ça. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, nous avons tous les éléments pour ça? Sans doute, on en a beaucoup, on a une bonne diplomatie, ça a été dit. Il faudra sans doute quand même aller encore plus loin pour penser. Alors, il y a des instruments, le forum dont Justin a parlé tout à l'heure, et plein d'autres choses, et des think tanks, excellent think tank en France. Mais voilà, on va entrer dans un autre logiciel. Et ça va être très compliqué. Merci beaucoup. On n'a pas mentionné l'Afrique, le Sahel. On a très peu parlé du Sahel. Serval, qui était le moment où ça fonctionnait en 2013, mais c'est quand même une vraie question pour les 5 prochaines années, l'avenir du Sahel, le djihadisme, etc. On a très peu parlé aussi de géoéconomie, du commerce international, de relocalisation, etc. Mais ce sera peut-être dans vos questions, mesdames et messieurs. Si vous voulez en poser, n'hésitez pas à lever la main et un micro vous parviendra. Il y en a 3 des questions. 4. Merci, bonsoir. On n'a pas parlé, mais ce sera le but de la question Indo-Pacifique. Il y a eu un espèce de psychodrame, si on sort d'un aspect franco-français lié aux sous-marins, enfin c'est comme ça qu'on l'ont perçu d'autres partenaires, en disant que les Français ont su réagir, que c'était business as usual et que voilà, bon, il fallait passer, etc. Mais il n'en demeure pas moins que la question politique demeure sur... au-delà de la question industrielle, sur la stratégie de la France en la matière. Emmanuel Macron a beaucoup poussé pour une stratégie indo-pacifique. Et depuis la fameuse affaire des sous-marins, on n'entend plus parler. Alors, est-ce que la France, finalement, a décidé de s'arrêter là et va gentiment se mettre dans les rails américains et britanniques sur cette question, ou elle va continuer à pousser sa propre réflexion? Merci, on va regrouper les questions. Et j'ai bien noté votre question, monsieur. Bonsoir et merci beaucoup pour vos remarques vraiment passionnantes. J'avais une question en fait qui est plus liée à la perception de la population française de la politique étrangère de la France, parce qu'en fait vous avez tout à fait bien résumé à quel point voilà, la continuité de la politique étrangère que va mener le président de la République s'inscrit vraiment en conformité avec la solidarité européenne et le besoin de faire bloc face à la Russie. Mais comme vous l'avez dit également, le 10 avril, il y avait quand même plus de 50% des suffrages finalement qui s'étaient portés vers des candidats qui prônaient un virage à 180 degrés de la politique étrangère française. Et donc ma question, c'est, devant l'impression que beaucoup de Français finalement
n'attache que peu d'importance à ces positionnements-là, comment Emmanuel Macron et les 5 prochaines années pourrait travailler à, on va dire, réveiller cette prise de conscience-là. Vous avez parlé de Macron qui a ouvert les yeux face à la vraie nature du régime de Poutine, mais comment faire en sorte que les Français, de manière générale, ouvrent les yeux face à la nécessité de faire bloc face à la Russie, mais ça pourrait être la Chine aussi. Il n'y a pas que notre sécurité de la métropole, ça pourrait être une annexion de la Nouvelle-Calédonie par la Chine. Enfin, toute cette montée des périls dont on a l'impression que la population française est un peu déconnectée et très focalisée, à raison, mais sur des sujets domestiques. Voilà. Merci, on va prendre une troisième question et puis ensuite on fera un nouveau round. Oui, monsieur, je vous ai bien vu au fond à droite, ce sera pour le deuxième round. Ouais, bonsoir. Moi, je décorrèle complètement les résultats, ce que vous avez appelé la tripartition électorale, de ce que pensent vraiment ces électeurs-là de la politique étrangère à mener. Mais complètement. Et j'aurais voulu poser la question dès le début, parce que vous êtes parti là-dedans, en consensus général chez vous. Moi, ça n'a rien à voir. Si j'ai voté Mélenchon, ça ne veut pas dire que je soutiens sa politique étrangère éventuelle. Si j'ai voté Le Pen, pareil, quoi. Donc ça, je n'ai pas bien compris. D'autre part, petit point de détail, mais c'est difficile de poser des questions après coup. Alors, il aurait mieux fallu que ce soit plus interactif. Quand j'entends madame dire que... Enfin, j'ai été scié, quoi. Macron aurait découvert qu'il fallait traiter avec Téhéran pour essayer de convaincre le Hezbollah. Non, enfin, attends, c'est pas un débutant, quand même. C'est évident, ça. C'est le b.a.-ba, quoi, par rapport à ce genre de questions. Merci. On va reprendre d'autres questions après. Justin, peut-être tu veux réagir sur la question des électeurs et de leur choix. C'est vrai que c'est la politique intérieure qui domine habituellement dans les élections. Absolument. Là, c'était quand même assez spécifique parce que, notamment dans le débat, on l'a vu du second tour, la politique internationale a été évoquée très tôt. C'était la deuxième séquence, alors qu'en 2017, c'était arrivé vraiment sur la fin. Une réaction moi, ce qui me frappe, en fait, à la fois, je suis d'accord avec vous sur l'idée de décorrélation entre les positions de politique étrangère et le vote, et en même temps, je suis frappé par le fait, par exemple, que un certain nombre d'électeurs de gauche, y compris, notamment du Parti socialiste, ont dit qu'ils ne pouvaient pas se rallier à Mélenchon, qu'ils ne pouvaient pas voter Mélenchon, parce que ces positions de politique étrangère leur étaient tellement, étrangères justement, qu'ils ne pouvaient pas s'y résoudre sur la Russie, sur le Venezuela, sur l'Europe plus généralement, etc. Donc je pense qu'en fait, ça joue tout de même un petit peu, la vérité doit être un peu entre les deux. Il y a des gens pour qui ça ne joue pas du tout. Je pense qu'il y en a d'autres pour qui ça joue pas mal. Et combien, dans les voix qui ont manqué à Mélenchon pour être le deuxième candidat, combien ne se sont pas résolus à voter pour lui pour cette raison-là. Je pense que c'est une vraie question. Et je continue parce que les deux questions étaient liées sur la question de savoir comment, justement, ce basculement. Au fond, c'est un peu la même question, c'est-à-dire l'importance qu'accordent les électeurs à ces questions internationales dans leur motivation de vote. Et je pense qu'en fait, il me semble que les choses vont devenir de plus en plus polarisées dans le système international. On n'a pas assez parlé de la Chine. Il y a des tas de choses dont on n'a pas assez parlé, parce qu'on n'avait qu'une heure, mais je pense que la Chine en fait partie. C'est-à-dire, je pense que ça devient un point fondamental, une question qui va nous être posée de plus en plus, et en particulier que cette polarisation dont on parlait entre, malgré tout, un axe russo-chinois d'un côté et puis des démocraties libérale de l'autre, avec un peu comme pendant la guerre froide, un enjeu qui se situe beaucoup dans le sud global. De plus en plus, je pense que ces questions vont prendre de l'importance à l'image de cette élection qu'on vient d'avoir. Merci. Isabelle, peut-être sur ce point, puis sur l'Iran, pour préciser en fait, moi, je trouve aussi que les questions de politique étrangère ont été décorrélées, comme vous dites, des trois candidats qui avaient manifesté de la sympathie ou de l'empathie vis-à-vis de Vladimir Poutine, puisque avant le premier tour, à part Éric Zemmour qui a chuté, mais c'est aussi parce qu'en fait, il a exprimé son refus d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Mais sur la position de Vladimir Poutine, moi, j'ai pas vraiment vu d'effondrement avant le premier tour. On avait l'impression que ça n'avait absolument aucune influence sur le vote
des électeurs. Alors j'ai posé la question à un de mes amis qui, depuis le début de la campagne électorale, fait des études très poussées avec un logiciel qui s'appelle Lucie. C'est une agence qui s'appelle Majorel. Et il a fait des analyses très très fines de toute la campagne électorale. Et je lui dis, mais pourquoi il n'y a pas d'influence sur de la politique, de la Russie, de la crise ukrainienne sur les votes? Il dit, c'est très simple, parce qu'en fait, il y a un problème d'information qui n'est pas la même. C'est-à-dire que le public de Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, me dit-il, s'informe, et notamment sur la Russie, dans des médias qui ne sont pas des médias mainstream, et s'informe uniquement dans des sources d'informations dites alternatives. Alors ça peut être Russia Today, Sputnik, des réseaux complotistes, etc. Mais c'est en tout cas pas les grands médias français. Et donc c'est pour ça qu'en fait, selon lui, il n'y a pas eu du tout de corrélation, en fait, parce que c'est pas remis en cause. Frédéric, et oui, tu reviens aussi au AUKUS et l'Indo-Pacifique. Je n'oublie pas l'Indo-Pacifique. D'abord, il y avait la question, une question sur est-ce qu'on peut faire prendre conscience aux gens de ces enjeux. Oui, mais je pense qu'il y aura toujours plusieurs publics. Il y aura un public informé qui est très très au fait de tout ça. Les jeunes, moi j'ai beaucoup d'étudiants en tant qu'universitaire qui sont très très au point là-dessus. Depuis qu'il y a une crise ukrainienne, je ne peux pas faire mon cours normalement. On passe 30 minutes à chaque séance, quel que soit l'intitulé du cours, à parler de la crise ukrainienne. Ils sont très très préoccupés par ça. Donc je pense qu'il y aura toujours un public extrêmement informé, préoccupé par ça, et les jeunes le sont, les étudiants notamment le sont. D'autres, qui vont trouver que c'est pas leur préoccupation quotidienne, que tout ça est très loin pour eux. Il y aura toujours plusieurs publics, mais globalement on a toujours un public informé qui est très au fait de ça. La décorrélation, oui. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, c'est pas pour ces raisons-là que les gens ont voté Le Pen ou Mélenchon, etc. Le constat que je faisais, c'est que de fait, ça reviendrait. Enfin, ça revient à donner entre 56, 57% cette année, 67, 68% en 2017, de voix à des gens qui sont sur ces lignes-là. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on vote pour eux, mais de fait... Voilà, c'est comme ça. Bon, je pense quand même que la crise ukrainienne a joué un rôle dans la campagne. Je ne suis pas sûr, moi, je ne mets pas en cause, évidemment, les études qui ont été faites. Moi, je ne suis pas sûr que tous les électeurs de Le Pen ou tous les électeurs de Mélenchon regardent forcément des sites alternatifs ou ne lisent que Russia Today. Une partie, sans doute, mais peut-être pas la grande majorité. Je pense simplement que, voilà, ce n'est pas leur préoccupation première, et qu'ils estiment que ça ne les empêche pas, même s'ils ne sont pas forcément d'accord, ça ne les empêche pas sur l'essentiel de soutenir un candidat. Sur l'Indo-Pacifique, ça restera une priorité, de toute façon. L'Indo-Pacifique va nous rattraper, de toute façon, parce que d'abord, les États-Unis n'ont pas perdu ça de vue, et comme je le disais tout à l'heure, une de mes craintes, c'est que les États-Unis, à un moment, disent « Bon, on a été là pour vous sur les questions européennes, vous, les alliés européens, nous, on a maintenant aussi besoin de renforts dans l'Asie-Pacifique, qui reste notre priorité. » Et la pression va être relativement fort. Alors, est-ce que du coup, on a totalement tout abandonné sous prétexte qu'il nous est arrivé cette mésaventure, on va dire, australienne ou sous-marine? Je pense pas, d'abord, parce que... Alors, en revanche, ce que ça peut changer, en corrélation cette fois avec l'Ukraine, c'est que si l'intention européenne ou française était de dire nous allons garder une position prudente, équidistante, etc. Nous n'allons pas totalement suivre forcément la rhétorique américaine qu'on trouve un petit peu trop belliqueuse, etc., etc. Ça va devenir plus difficile avec le renforcement du soutien de l'OTAN face à Poutine. Et puis il y a cet inconnu que Justin soulignait tout à l'heure, qui est quid si on se retrouve avec Trump à nouveau en 2024. Un Trump qui va être tout feu tout flamme contre la Chine, tout en recommençant à trouver Vladimir Poutine extrêmement sympathique. Et là, qu'est-ce qu'on fera? Donc la question Asie-Pacifique, elle va s'imposer à nous, et ce n'est pas l'histoire des sous-marins qui va y changer quoi que ce soit. Merci. Deuxième tour. Il n'y aura pas de troisième tour chez nous ce soir, donc profitez-en, posez vos questions. Pas de troisième tour social, tu veux dire? Pas de troisième tour ce soir. Bonsoir. Il y a un terme qui existe, qui est beaucoup moins laid que le terme d'influence,
Le terme d'influence fait quand même référence implicitement au moins à une notion de manipulation. Donc je ne crois pas qu'on puisse se prévaloir de ce concept dans un sens particulièrement positif. Ce terme qui existe, c'est le terme de rayonnement. Le rayonnement de la France, c'est une question intéressante, la France étant la patrie des droits de l'homme. Le rayonnement de la France, il est saccagé depuis de nombreuses années par nos gouvernements. Il est saccagé notamment par l'assèchement des financements des centres culturels, par l'état de délabrement avancé dans lequel sont maintenus les lycées français à l'étranger, les lycées français du réseau AEFE. Je ne sais pas si les gens sont au courant ici, il y avait un espèce de statut bâtard qui datait de plusieurs décennies, qui permettait au lycée français de recruter des titulaires de l'éducation nationale en faisant croire en quelque sorte qu'ils étaient des résidents au moment du recrutement, ce qui permettait à l'État français et à l'AEFE en particulier de s'exonérer des primes qui sont versées en principe à tout expatrié. De la sorte, les enseignants français recrutés étaient des faux résidents et recevaient un traitement à peine supérieur à celui dont ils bénéficiaient en France. Que s'est-il passé ? Une professeure a attaqué au tribunal administratif l'État français et la décision de justice a été que, eh bien oui, effectivement, le recrutement en tant que faux résident était discriminatoire par rapport au recrutement des derniers expatriés. Là aussi, ce recrutement est tombé très très bas. Et on en est arrivé quand même à une situation assez extraordinaire en 2022 où aucun recrutement dans les lycées français à l'étranger provient de titulaires de l'éducation nationale. On a totalement asséché ce recrutement. Ça, c'est un point. Donc, le rayonnement, ça s'explique aussi, ça se manifeste aussi par la volonté d'accorder des visas à des ressortissants de pays pour lesquels la France devrait entretenir un lien particulier. Je pense bien évidemment aux pays d'Afrique francophone. On sait ce qu'il en est. Les frontières sont fermées à double tour. Et pour arranger l'affaire, il faut quand même que tout le monde le sache ici. Les droits d'inscription à l'université ont été multipliés par 3 pour les non-ressortissants de l'Union européenne. De manière à être sûr qu'on aura moins d'étudiants africains dans nos universités françaises. Monsieur Ce sont des remarques. Ce sont des remarques. Je n'ai pas de questions à poser. Je pense qu'il est bon que la salle soit au courant de ça, étant donné les partis pris. Pardonnez-moi, mesdames, messieurs, mais vous êtes tous sur la même ligne. Vous défendez vos démocraties libérales. Vous vous gargarisez de ces démocraties libérales. Je rappelle que les démocraties libérales, elles ont un bras armé qui est l'OTAN. L'OTAN qui a, il y a une vingtaine d'années, bombardé les populations civiles en Serbie. Les populations civiles en Serbie, les crimes de guerre ne sont pas le monopole de la Russie de Poutine, que je ne défendrai pas une seconde ici. Mais je terminerai juste en rappelant 2 choses également que je n'ai pas entendues. L'avancement de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide, c'est une réalité, mesdames et messieurs. Est-ce que la France accepterait que la Belgique ait des bases militaires hostiles? La France n'accepterait pas ça. Pourquoi faudrait-il que la Russie de Poutine l'accepte? Je dénonce la guerre de Poutine en Ukraine. Mais je crois qu'il faut avoir un petit peu les yeux ouverts. Excusez-moi, je vais passer le micro. Merci, monsieur Dezia. Il reste 2 questions. Bonsoir, je vous remercie pour ces interventions passionnantes. Moi, je voudrais vous poser une question à propos du problème de la difficulté désormais des populations ou des pays pauvres d'avoir un commerce de type alimentaire, c'est-à-dire de recevoir des aliments pour se nourrir. Ça va créer des explosions, des révolutions, notamment en Algérie, en Égypte et dans beaucoup de pays. Ça va générer un effondrement de type dans les pays
que maintenant on peut appeler désormais du tiers-monde, qu'on n'appelait plus du tiers-monde, mais maintenant qui se tiers-mondialise, quelle serait l'attitude de la France ou de l'Europe face à des migrations qu'on pourrait prévoir, des migrations de gens qui viendront faute de pouvoir manger chez eux, faute de pouvoir être éduqués, etc., etc. Et puis, quelle serait enfin, la position de la politique étrangère de la France et de l'Europe, eu égard à l'effondrement des réserves alimentaires dans le monde? Merci madame. Et la dernière question. Bonsoir. Ma question concerne l'influence dans sa dimension soft power de la France et de l'Europe vis-à-vis surtout des anciennes colonies et de l'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, le monsieur qui nous a expliqué les différents types d'influence nous a dit qu'en France ou en Europe, le discours officiel des dirigeants évite de mentionner le mot influence. N'est-il pas simplement un constat d'échec face au soft power qui est beaucoup plus efficace, celui émergent de la Chine, de la Turquie, des États-Unis, qui est beaucoup plus efficace que celui de l'Europe? Alors, est-ce que l'Europe ne préfère pas le hard power pour l'Afrique et le Moyen-Orient? Merci beaucoup Frédéric, je crois que ça tournait beaucoup autour de l'influence, du rayonnement, etc. Comme c'est la thématique de ton livre, oui, je te laisse répondre. Il me manque une question. Il y avait la question de monsieur et la question de soft power. Il y en avait eu. La sécurité alimentaire, les migrations. Oui, sécurité alimentaire. Bon, ça, je laisserai. Justin connaît parfaitement ce dossier, mais en effet, vous avez raison, c'est un vrai sujet. La guerre ukrainienne aura des répercussions aussi qui vont. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la question de la sécurité humaine. C'est-à-dire qu'on va avoir des grosses questions de sécurité humaine à régler, mais Justin en parlera mieux que moi. Pour moi, influence, c'est pas un mot sale. Voilà, c'est pas propagande. Donc, c'est aussi un pouvoir de conviction. Donc, je ne mets pas du tout dans la même famille que rayonnement. Ce sont deux choses différentes. On aime bien ce mot de rayonnement en France. C'est vrai, mais alors là où je ne vous rejoins pas sur beaucoup de choses, mais ça ne vous étonnera pas, mais je vous rejoins sur une chose, c'est qu'il ne faut pas démanteler notre instrument. Alors, on peut l'appeler de rayonnement, mais pour moi, je veux dire, c'est un instrument diplomatique, et notamment l'instrument culturel. Moi, il y a un autre exemple que j'ai à l'esprit. Ce sont les instituts français de recherche à l'étranger. On a un réseau, à peu près 27, je crois, instituts français de recherche à l'étranger, qui sont d'ailleurs dans des pays extrêmement importants et en même temps extrêmement sensibles à la fois. On en a en Turquie, on en a dans les territoires kurdes, on en a au Proche-Orient, on en a à Téhéran, on en a dans beaucoup d'endroits. Et là, je crois que vraiment, on ne les pense pas suffisamment en termes de rayonnement, si vous voulez, ou d'influence, à mon avis. Et je pense que ça mériterait une revalorisation de leurs moyens de fonctionnement et peut-être de leur fonctionnement tout court, de la façon dont on le pense. Voilà, ça c'est un point. Le soft power, en Afrique, on a un problème de moyens aujourd'hui, très clair. C'est-à-dire qu'on a des pays qui s'intéressent. L'Afrique est un continent d'avenir aussi, tout le monde le voit bien. Il y a des ressources, il y a une population. Et donc, forcément, la Chine y investit massivement. La Turquie y fait un effort énorme. Turkish Airlines est la première compagnie aérienne aujourd'hui en Afrique. La Turquie investit énormément et très 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 présente en Afrique, notamment d'ailleurs dans des pays où peu d'autres vont, comme la Somalie, où ils sont extrêmement présents. Je crois même qu'il y a un contingent, il y a à peu près 5000 militaires turcs, une base militaire en construction, etc., etc. Donc oui, la France, qui avait une présence africaine importante, se retrouve aujourd'hui face à, on pourrait appeler ça une concurrence, mais se retrouve face à d'autres puissances qui mettent beaucoup d'argent sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, il y a une compétition, mais il y a aussi des alliances ou des combinaisons possibles à trouver. La France parle pas mal d'Afrique avec le Japon, notamment. Je veux dire, il y a aussi l'idée qu'on peut proposer des aides qui sont différentes de celles de nos concurrents. D'abord, la Turquie a une dimension religieuse forte, qui n'est pas forcément, évidemment, l'optique française. La Chine, on le sait, elle a un certain nombre de défauts, notamment ce qu'on appelle le piège de la dette, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a le soupçon qu'il s'agit d'une stratégie de prédation, et donc on peut miser sur quelque chose de plus durable en termes d'investissement, on peut miser sur la qualité aussi, qui fait souvent défaut, et puis
peut-être que les populations africaines vont commencer, elles commencent déjà à le faire, à trouver que finalement, ces influences extérieures ne sont pas forcément aussi bonnes qu'elles voulaient bien le dire au départ. Donc je pense que là, en tout cas, il est important de réfléchir à notre offre avec d'autres démocraties et peut-être renouveler notre discours, c'est vrai. Peut-être renouveler notre discours pour faire des propositions de partenariat à l'Afrique. Il y a une concurrence. Cette concurrence, il faut s'y lancer nous-mêmes en renouvelant notre discours et en étant convaincants. Voilà. Merci Frédéric. Isabelle, je ne sais pas s'il y a une question qui t'a... Non, pas particulièrement. Alors la sécurité alimentaire, juste. Oui, non, juste un ajout sur les questions linguistiques. Rayonnement, c'est impossible à traduire dans presque aucune langue. Et donc on arrive par exemple en anglais à radiation, à la radiation qui n'est pas exactement positive par rapport à l'influence. Et donc on a cette difficulté que c'est vraiment disons une particularité française d'avoir pris cette métaphore du rayonnement solaire en fait ou du rayonnement nucléaire pour parler de notre influence. Sur la crise alimentaire, oui, c'est effectivement un sujet de très grande inquiétude parce que les Russes ont systématiquement visé les capacités de production et de stockage ukrainiens. C'est-à-dire que c'est une politique délibérée qu'ils ont conduite aussi bien pour les céréales, les grains, comme on dit en anglais pour le coup, que pour les engrais dont ils sont grands producteurs. Et donc, on va avoir des problèmes cette année, et on va avoir des problèmes encore plus l'année prochaine. Et donc, on disait tout à l'heure, on a... Chacun a émis à la fois plutôt des critiques ou des louanges sur la politique d'Emmanuel Macron. Je pense qu'une des choses qu'il a faites bien, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est d'essayer d'avoir un leadership international là où il manque de leadership dans le système international. Il y a des tas de leaders qui ne s'occupent pas des questions communes. Lui, il s'en occupe. Et il y a un mois, il a lancé cette initiative, on ne sait pas où ça ira, mais qui est très intéressante, qui s'appelle FARM, et qui consiste à faire 3 choses essentiellement, qui consiste à mettre sous tension des tas de partenaires pour de la solidarité de céréales et donc d'essayer d'avoir des stocks là où ils sont, et ils sont beaucoup stockés, notamment en Inde, en Chine et ailleurs. Deuxièmement, à lever les restrictions à l'exportation qui existent, et ça à mettre sous tension l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'il y a des tas de pays qui ont des restrictions à l'exportation de nourriture. Et puis troisièmement, de produire davantage. Là, ce sont des organismes comme l'IFAD à Rome, l'organisation internationale qui s'occupe de production agricole, pour essayer de produire davantage dans les pays concernés. Mais évidemment, ça ne vient pas tout de suite, et aussi chez nous, avec évidemment cette grande question de la compatibilité avec la transition écologique, parce qu'on pourrait produire vite beaucoup et nourrir les gens qui vont mourir de faim. On estime qu'il y a 10 millions de personnes en plus dès cette année qui vont être précarisées sur le plan alimentaire, en plus des 80 qui existent déjà, donc c'est tout de même beaucoup, et sans doute beaucoup plus en 2023 si on ne fait rien. Et donc évidemment, une des questions, un des dilemmes, ça va être, est-ce que on remet des terres en jachère en culture, qu'on utilise des insecticides, des pesticides, etc. Et donc on va avoir cette espèce de dilemme entre, disons, productivisme, mais qui va peut-être être nécessaire pour nourrir tout le monde et éviter que les gens simplement meurent de faim d'un côté, et puis poursuite de la transition écologique de l'autre. C'est pas nécessairement incompatible, et en fait à long terme cette transition permettra de produire plus, de produire mieux, etc. Mais voilà, dans le court terme, c'est ce genre de dilemme qui vont se poser. Et par cette initiative qui vise à mobiliser les organisations internationales et pas mal des partenaires de la France, il y a une réponse qui est apportée. Est-ce qu'elle sera suffisante? Je ne sais pas, mais au moins quelqu'un fait quelque chose. Bien, merci beaucoup, merci Justin, merci Isabelle, merci Frédéric, et merci à vous d'être restés jusqu'à cette heure tardive, et à bientôt donc pour un prochain débat. Merci beaucoup à la BPI et au Centre Pompidou de leur accueil.